Sous le soleil immobile du désert, des ombres immenses se dressent depuis des millénaires. Les pyramides, pierres muettes au bord du Nil, semblent plus anciennes que la mémoire des hommes. Elles veillent encore dans le silence, intactes malgré le vent, le sable et les royaumes effondrés. On dit que les Égyptiens les ont bâties avec patience et ingénierie. Mais si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un récit fragile, répété jusqu'à devenir une vérité, si d'autres mains, d'autres peuples, d'autres époques avaient laissé cette empreinte de pierre, les pyramides ne livrent pas leurs secrets facilement. Elles demeurent, blocs immenses qui le superposés, témoins d'un savoir perdu, d'un mystère qui ne cesse de défier le temps. Sous le soleil écrasant de Gizeh, les blocs de calcaire se dressent avec une obstination que rien ne semble pouvoir altérer. Ils sont là depuis des millénaires, empilés avec une précision qui défie l'imagination, figés comme une énigme que le temps n'a pas réussi à user. Ces pierres modernes portent un silence lourd, un mutisme presque volontaire. Elles ne livrent ni leur âge véritable, ni le nom de ceux qui les ont placées les unes sur les autres, comme si elles refusaient de raconter leur histoire. Les pharaons ont inscrit leurs cartouches, les scribes ont tissé leurs récits, mais les blocs eux-mêmes demeurent d'un muet. Leur présence est une énigme. À qui appartiennent réellement ces monuments ? La tradition nous dit que les Égyptiens les ont construites, mais une fissure subtile se glisse dans ce récit. Les pierres semblent plus anciennes que les dynasties qui les revendiquent. Certaines portent des traces d'usure qui rappellent l'eau et non le sable, comme si elles avaient connu des climats disparus depuis longtemps. Le désert actuel, sec et immobile, ne correspond pas à ces cicatrices, et déjà le doute s'installe. Peut-être que les pyramides n'appartiennent pas seulement à l'histoire de l'Égypte, mais à une mémoire plus vaste, enfouie dans la nuit des temps. Lorsque les premiers voyageurs grecs découvrirent ces colosses de pierre, ils furent frappés par leur immensité et par l'absence de réponse claire. Hérodote rapporta ce que les prêtres lui confièrent, des milliers d'ouvriers, des décennies de labeur, une organisation titanesque. Pourtant, ces récits, transmis oralement, ressemblent davantage à des légendes que des rapports techniques. On ne trouve dans les archives aucune description détaillée des travaux, aucun plan de chantier, aucune explication concrète. Les pyramides sont là, mais leur mode de construction s'échappe comme du sable entre les doigts. Le mutisme des pierres devient alors plus inquiétant. Ce silence a ouvert la porte à des hypothèses multiples. Certains y voient la trace d'une civilisation disparue, effacée par les vagues du temps, dont l'ingéniosité aurait précédé celle des Égyptiens. D'autres parlent de savoirs transmis, de fragments de mémoire hérités d'un passé oublié. Les Égyptiens auraient peut-être hérité de monuments déjà anciens, les adoptant comme leur propre temple funéraire. Cette idée discrète et dérangeante continue de hanter les esprits. Et si les pyramides étaient déjà vieilles lorsque les pharaons les ont découvertes ? Les pierres, elles, ne disent rien. Elles ne se plient pas au récit que l'on projette sur elles. Leur assemblage parfait laisse planer une impression d'impossible. Comment ces blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, ont-ils été déplacés et ajustés avec une telle précision, alors qu'aucun texte ne décrit clairement la méthode ? Le sable garde le silence, le Nil s'écoule sans témoigner, et les pierres se contentent de rester là, immobiles et fermées, comme si elles gardaient un secret trop grand pour être confié aux hommes. Leur surface usée par le temps raconte tout de même quelques fragments. On distingue des marques de taille, des alignements qui semblent obéir à des calculs d'une justesse étrange, des correspondances avec le ciel et les étoiles. Ces indices sont réels, palpables, mais ils ne suffisent pas à élucider le mystère. Les pierres livrent des signes comme des hiéroglyphes sans clé, des mots dont on aurait oublié la langue. Elles montrent qu'elles furent manipulées par une intelligence, mais elles refusent obstinément de désigner cette intelligence. Face à elles, l'homme moderne oscille entre admiration et incompréhension. Nous projetons nos certitudes sur leur silence, mais les pyramides ne se laissent pas dompter par nos récits. Elles demeurent dans un entre-deux, entre l'histoire officielle et l'abîme des hypothèses. Leurs blocs massifs s'élèvent comme une frontière entre le savoir et l'oubli. Peut-être est-ce précisément leur fonction, rappeler que toute certitude est fragile, que le temps efface plus qu'il ne conserve, et que les pierres, malgré leur apparente inertie, peuvent être plus insaisissables que les mots des hommes. Certains chercheurs affirment que le plus grand mystère n'est pas tant la construction elle-même que l'absence de mémoire qui l'accompagne. Dans une civilisation aussi riche en textes, pourquoi n'existe-t-il aucune description claire de la mise en place des pyramides ? Les Égyptiens ont documenté leurs rites, leurs récoltes,
leurs batailles, leur généalogie royale. Mais sur ces monuments immenses, silence presque total. Ce silence nourrit l'idée qu'ils n'en étaient pas les bâtisseurs, mais plutôt les héritiers, des gardiens et non des architectes. En parcourant les galeries étroites, en touchant les parois froides, on ressent une présence qui dépasse les explications rationnelles, comme si ces murs avaient été dressés non pas seulement pour honorer des rois, mais pour transmettre une énigme. Le visiteur contemporain, perdu dans l'obscurité des couloirs, ressent ce que des générations entières ont ressenti avant lui, un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, une conscience aiguë que ces pierres ne livreront jamais tous leurs secrets. Elles résistent à nos tentatives de les réduire à des chiffres ou à des schémas. Dans leur silence, elles nous observent. Leurs ombres s'allongent au crépuscule, comme pour rappeler que le mystère n'est pas fait pour être dissipé, mais pour être contemplé. Peut-être est-ce là leur véritable fonction, obliger l'homme à se confronter à ce qu'il ne peut pas comprendre entièrement. Les pyramides, par leur mutisme, nous enseignent la limite de notre savoir. Elles sont des pierres qui refusent de parler, et dans ce refus réside leur pouvoir. À mesure que le vent balaie le plateau de Gizeh, à mesure que le sable recouvre et découvre les traces du passé, une certitude fragile demeure. Nous ne savons pas tout. Peut-être ne saurons-nous jamais. Mais dans ce silence, dans ce refus de livrer leurs secrets, les pierres gardent en vivante la question essentielle. Et si, derrière l'histoire que nous répétons, se cachait une autre vérité, effacée mais toujours présente, attendant d'être reconnue. Ainsi s'ouvre le chemin vers l'inconnu. Derrière les pierres muettes, une brume de récits oubliés se dessine. Les réponses ne viendront pas de ce que l'on croit savoir, mais de ce que l'on ose envisager. Et déjà, l'on pressent que d'autres indices émergeront, dans des récits effacés par le temps, là où la mémoire hésite entre l'histoire et le mythe. Quand on se penche sur l'histoire de l'Égypte, on se retrouve face à une abondance de récits. Papyrus, inscriptions, fresques murales, autant de fragments qui racontent les victoires, les cérémonies, les offrandes aux dieux. Pourtant, quand il s'agit des pyramides, quelque chose manque. Les chroniques semblent s'interrompre au seuil de ces monuments. C'est comme si une main invisible avait volontairement effacé la mémoire d'un temps plus ancien, laissant un vide inquiétant dans le tissu des traditions. Les récits existent, mais ils paraissent en fragmentés, incomplets, comme rongés par un oubli imposé. Les anciens Égyptiens étaient plutôt obsédés par l'idée de préserver la mémoire. Ils gravaient dans la pierre les exploits des rois, consignaient sur papyrus la moindre récolte. Mais sur la construction des pyramides, le silence domine. Les pharaons revendiquent tant l'héritage de ces édifices, mais les détails pratiques disparaissent comme si ce savoir ne leur appartenait pas vraiment. Ce paradoxe trouble. Pourquoi une civilisation qui notait tant de choses aurait-elle omis de documenter son œuvre la plus monumentale ? Les voyageurs grecs tels que Hérodote ont tenté de combler ces manques en rapportant ce que les prêtres leur racontaient. Mais ces récits, transmis des siècles après la prétendue construction, résonnent davantage comme des légendes enjolivées que comme des témoignages fiables. Hérodote parle de milliers d'ouvriers, de décennies de travail acharné, de techniques rudimentaires adaptées à une tâche surhumaine. Mais il n'évoque ni machine, ni plan détaillé, ni organisation concrète. C'est comme si le savoir technique avait disparu, remplacé par une fable convenable, destinée à masquer l'absence d'explication. Plus troublant encore, certains textes anciens laissent entrevoir l'idée que les pyramides existaient déjà avant l'avènement de certaines dynasties. Des récits tardifs, transmis à demi-mot, évoquent dans des structures antiques que les pharaons auraient restaurées plutôt que bâties. Ces allusions demeurent discrètes, souvent rejetées par les égyptologues modernes comme des erreurs de traduction ou des mythes sans fondement. Pourtant, elles persistent, comme des éclats de mémoire refusant de s'éteindre. Les récits qui parviennent jusqu'à nous sont traversés de contradictions. Certains les décrivent comme des tombeaux, d'autres comme des temples, d'autres encore comme des dépôts de savoir. Mais aucun ne parvient à expliquer avec certitude leur fonction première. Chaque génération a projeté ses croyances sur ces monuments silencieux, créant des couches de récits qui finissent par se contredire. Cette confusion elle-même devient un indice. Le passé a peut-être été volontairement voilé, et les récits qui subsistent ne sont que des reflets fragmentés d'une vérité plus ancienne. Dans le silence des bibliothèques antiques, des textes ont disparu. Des milliers de papyrus furent détruits par le temps, les incendies, les conquêtes.
Peut-être que parmi eux se trouvaient les descriptions tant recherchées, les secrets de la construction, les noms des véritables bâtisseurs. Cette perte irréversible renforce la sensation d'une mémoire mutilée, comme si le temps avait effacé précisément ce qui aurait pu éclairer le mystère. Les récits que nous possédons sont comme des pages arrachées d'un livre immense. On devine une histoire, mais les chapitres essentiels ont disparu. Les prêtres de l'Égypte ancienne, gardiens du savoir, ont sans doute joué un rôle dans cette sélection. Leur fonction consistait à transmettre certains récits et à en dissimuler d'autres. Le sacré, pour eux, n'était pas fait pour être partagé à tous. Il est possible qu'ils aient eux choisi de taire l'origine des pyramides, de les inscrire dans une continuité religieuse plutôt que d'en révéler la véritable histoire. Ainsi, le silence des textes ne serait pas un oubli accidentel, mais une stratégie volontaire. Le mystère serait devenu une partie intégrante du pouvoir des monuments. À travers les siècles, ces omissions ont laissé place aux spéculations. Les récits arabes médiévaux, par exemple, décrivent pas les pyramides comme des greniers immenses, construits par un roi avant le déluge, pour protéger les savoirs et les richesses du monde. D'autres traditions affirment qu'elles furent élevées par des géants ou par des peuples disparus que l'histoire a engloutis. Ces légendes, aussi improbables qu'elles puissent sembler, traduisent un malaise profond. La conviction que les pyramides appartiennent à une époque que la mémoire humaine a choisi d'effacer. Chaque civilisation qui a approché ces monuments a projeté son propre récit, comme si leur silence appelait des histoires nouvelles. Les Grecs les ont vus comme des merveilles du monde, les Arabes comme des coffres de savoir cachés, les voyageurs modernes comme des défis techniques inexplicables. Mais aucune de ces versions n'est définitive. Elles révèlent davantage la fascination de ceux qui les racontent que la vérité des pierres elles-mêmes. Le temps a effacé les récits originels, et nous ne pouvons qu'écouter les échos déformés laissés dans les traditions. La perte de mémoire n'est pas seulement matérielle, elle est aussi symbolique. Les pyramides apparaissent comme des points fixes dans le désert, mais la trame narrative qui devait les entourer s'est dissoute. L'humanité a conservé l'ombre du monument, mais pas l'histoire de ses origines. C'est cette absence qui trouble, l'impression que l'on a volontairement détaché ces monuments de leur passé, qu'on les a laissés flotter dans le temps, isolés, énigmatiques. En contemplant ces vides, certains chercheurs affirment que les récits effacés pourraient en contenir plus qu'une explication technique. Ils auraient pu révéler un savoir cosmologique, une compréhension du monde différente de la nôtre. Leur disparition prive l'humanité non seulement d'un souvenir, mais peut-être d'une vision entière de la réalité. Comme si, en effaçant ces récits, on avait effacé une manière de comprendre le ciel, la terre et la place de l'homme entre les deux. L'absence de récit sur les pyramides est en elle-même un récit de silence, de perte, de suppression. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais complète, que ce que nous appelons mémoire est fait d'autant de manque que de présence. Les pyramides, dans ce contexte, deviennent des monuments de l'oubli, des témoins d'un savoir effacé. Elles gardent la mémoire de ce qui n'est plus raconté, de ce qui a été englouti par le temps ou par la volonté des hommes. Et c'est dans ce silence que naît le mystère, car les pierres, elles, n'ont pas disparu. Elles s'élèvent de toujours dans le désert, indifférentes à l'effacement des récits. Elles rappellent que, malgré les pertes, quelque chose demeure. Un indice muet, un fragment tangible d'un passé oublié. Les récits ont été effacés, mais le monument survit, imposant sa présence comme un défi lancé à l'oubli. Ce vide narratif ouvre la voie à d'autres interprétations. Si les Égyptiens n'avaient pas bâti ces structures, qui alors en fut l'auteur? Si les récits ont été effacés, quel savoir voulait-on dissimuler? Ces questions glissent vers un territoire encore plus mystérieux, celui des calculs et des alignements, où la pierre semble dialoguer avec les étoiles. C'est là que se dessine le prochain voile du mystère, celui des mathématiques venues d'ailleurs. Lorsque l'on contemple les pyramides, une impression étrange s'impose. Derrière l'apparente simplicité des blocs empilés se cache une logique profonde, comme si les monuments avaient été conçus à partir d'une science discrète, presque invisible. Rien n'y semble placé au hasard. L'inclinaison des faces, la disposition sur le plateau de Gizeh, l'orientation vers le nord céleste. Tout évoque un savoir qui dépasse la simple intuition des bâtisseurs. Ici, les pierres semblent obéir à une géométrie silencieuse, une langue de proportion et d'équilibre que nous percevons encore sans parvenir à en saisir l'origine. Les Égyptiens connaissaient les rudiments de la mesure et du calcul, mais les pyramides paraissent refléter une maîtrise d'une ampleur singulière.
Leurs dimensions semblent dialoguer avec la terre et le ciel, comme si les bâtisseurs avaient voulu inscrire dans la pierre une vérité universelle. Les proportions, discrètes mais réelles, rappellent des rapports que l'on retrouve dans la nature: la croissance des coquillages, la disposition des pétales, la spirale des galaxies. C'est comme si les pyramides avaient été conçues, non seulement pour abriter des morts ou glorifier des rois, mais aussi pour refléter une harmonie cachée, inscrite dans l'ordre même du monde. Cette impression a nourri de nombreux débats. Comment une civilisation aussi ancienne aurait-elle pu atteindre une telle précision sans instruments sophistiqués? Était-ce le fruit d'une intuition prodigieuse, d'observations patientes accumulées au fil des siècles, ou bien la trace d'un savoir plus ancien, hérité d'une époque oubliée? Les mathématiques semblent avoir surgi là, non pas comme une découverte progressive, mais comme un héritage déjà accompli. Cette idée trouble car elle suppose que derrière les pyramides se cache non pas seulement une prouesse technique, mais une mémoire d'un savoir universel. Les alignements des pyramides avec certains astres renforcent ce sentiment. Elles paraissent dialoguer avec le ciel, comme si elles avaient été conçues non seulement en fonction du sol, mais aussi de la voûte céleste. Leurs axes suivent des directions qui semblent répondre à des cycles cosmiques. Ces correspondances donnent l'impression que les bâtisseurs voulaient inscrire la Terre dans le mouvement du ciel, unir les deux dans un langage mathématique silencieux. Cette obsession des correspondances dépasse l'idée d'un simple tombeau. Elle évoque une tentative d'ancrer l'humanité dans une géométrie cosmique. Dans d'autres civilisations, très éloignées dans le temps et dans l'espace, on retrouve des traces semblables: monuments orientés vers les étoiles, cercles de pierre organisés selon des règles invisibles. Ce parallélisme interroge. Comment des cultures séparées auraient-elles pu partager la même obsession pour l'alignement et la proportion, si ce n'est par une mémoire commune, un savoir ancien transmis à travers les âges sous des formes différentes? Les pyramides, dans ce contexte, apparaissent comme un fragment de ce savoir partagé, conservé dans la pierre alors que les récits se sont effacés. Les voyageurs modernes, en observant ces correspondances, ressentent une étrange impression de déjà-vu. Les chiffres et les rapports ne sont pas seulement des abstractions, ils deviennent une forme de langage caché. Les pyramides semblent parler, mais dans une langue mathématique que peu peuvent entendre. Ce langage universel suggère une intention: non pas seulement bâtir un monument, mais transmettre un message à travers les âges. Un message qui ne peut être lu que par ceux qui savent reconnaître les formes, les proportions, les correspondances. Certains y voient une preuve d'une science plus vaste, peut-être venue d'un autre peuple, d'une autre époque, voire d'une autre sphère de connaissances. D'autres préfèrent y voir une simple coïncidence, fruit d'un travail méticuleux et d'un sens aigu de l'observation. Mais l'étrangeté demeure. Pourquoi tant de soins, tant de précision, tant de correspondance pour un monument funéraire? Cette question persiste, suspendue comme une énigme. Les récits anciens qui subsistent ne parlent pas directement de mathématiques, mais certains indices suggèrent une fascination pour les nombres et les proportions. Les prêtres de l'ancienne Égypte, gardiens du savoir, utilisaient l'Inde et les chiffres comme une langue sacrée, associant chaque nombre à une puissance, un dieu, un cycle. Les pyramides, dans ce sens, pourraient en être l'incarnation matérielle de cette langue. Non pas des tombeaux, mais des temples de la proportion, des lieux où l'on tentait de donner forme au mystère du cosmos. Le voyageur qui se tient aujourd'hui au pied de ces blocs ressent cette force sans pouvoir la traduire. Il contemple les lignes droites, les angles précis, et perçoit confusément qu'il y a là plus qu'un assemblage de pierres, comme une mélodie jouée dans une tonalité que l'oreille humaine entend sans pouvoir l'expliquer. Les pyramides vibrent d'une harmonie silencieuse qui traverse les siècles et se moque des langues oubliées. Elles parlent dans le langage des formes. Cette géométrie venue d'ailleurs ne répond pas à nos attentes modernes de plans et de calculs écrits. Elle semble inscrite dans l'observation de la nature elle-même, dans une connaissance intuitive des rapports universels. Peut-être que les bâtisseurs n'avaient pas besoin de chiffres tels que nous les utilisons. Peut-être qu'ils lisaient directement dans le monde, dans le ciel, dans la course des astres, une logique que nous avons fragmentée en équations. Leur science était différente, peut-être plus organique, plus unifiée. Et c'est ce qui donne l'impression qu'elle nous vient d'ailleurs, d'un monde où l'on ne séparait pas le sacré, la nature et la mesure. Les pyramides nous rappellent que les mathématiques ne sont pas seulement une science humaine, mais une trame inscrite dans l'univers lui-même. Les bâtisseurs, qu'ils soient des Égyptiens ou héritiers d'un savoir plus ancien, semblent avoir capté cette trame et l'avoir fixée dans la pierre.
Leurs monuments deviennent alors des miroirs de l'ordre cosmique, des ponts entre la terre et le ciel. Mais cette harmonie n'explique pas tout. Elle soulève de nouvelles questions. Si les pyramides incarnent une science universelle, d'où venait cette science? Qui la possédait avant les pharaons? Et pourquoi aurait-on choisi de la transmettre dans la pierre sous la forme de ces monuments immenses? Ces questions, à leur tour, nous conduisent vers une autre zone d'ombre, celle des bâtisseurs invisibles dont l'empreinte se devine sans jamais se révéler. Au pied des pyramides, l'esprit cherche instinctivement à imaginer ceux qui les ont élevées. Mais dans la chaleur du désert, aucune image précise ne vient. Pas de visage, pas de nom. Les pierres ne révèlent pas les silhouettes des hommes ou des femmes qui les ont manipulées. On ne retrouve pas leurs récits, pas leurs chants, pas leurs souffrances consignées dans la mémoire du temps. Seule demeure la masse muette du monument, détachée de ceux qui l'ont conçu. C'est comme si les bâtisseurs avaient involontairement effacé leurs traces, comme s'ils avaient en voulu que l'ombre reste plus présente que leur présence. L'archéologie traditionnelle affirme que des milliers d'ouvriers, encadrés par des contremaîtres, auraient façonné et déplacé les blocs avec des outils rudimentaires. Mais cette explication, bien que logique, se heurte à un vide troublant. Où sont les témoignages laissés par ces foules? Où sont les villages permanents, les outils en abondance, les chroniques d'une telle entreprise? Quelques fragments apparaissent, mais jamais l'ampleur attendue. Le chantier d'une vie entière, menée sur des décennies, ne laisse derrière lui que des indices fragiles, des traces incertaines. Le désert devrait bruire encore du souvenir de ces foules laborieuses, et pourtant il demeure silencieux. Certains chercheurs voient dans ce silence une contradiction. Une œuvre d'une telle ampleur aurait dû marquer profondément la société, générer un flux de récits, de traditions, de symboles. Or, ce que nous retrouvons semble disproportionné. L'absence des bâtisseurs devient presque plus éloquente que la présence des pierres. Cette ombre qui recouvre leur mémoire interroge. Étaient-ils vraiment des ouvriers ordinaires, ou bien appartenaient-ils à une catégorie différente, à un peuple oublié ou à un groupe initié dont l'existence ne fut jamais transmise dans les textes officiels? Les anciens prêtres, gardiens des temples et du savoir, étaient réputés pour protéger certains secrets en les dissimulant au reste de la population. Peut-être que les bâtisseurs faisaient partie de ces cercles restreints, non pas des foules anonymes, mais une confrérie de maîtres initiés à une science sacrée, qui aurait élevé les pyramides dans le silence rituel, loin des regards. Leur rôle n'aurait pas été célébré, mais volontairement voilé, comme si la gloire n'appartenait pas à l'homme, mais au mystère qu'il servait. Ce voile volontaire expliquerait pourquoi la mémoire des bâtisseurs s'est perdue si vite. Ils n'avaient pas pour mission de laisser leur nom dans la pierre. Leur tâche n'était pas de glorifier leur existence, mais de matérialiser une vision. La pyramide, dans cette perspective, n'est pas seulement un monument de pierre, mais une incarnation d'un savoir, qui dépasse les hommes. Ceux qui l'ont élevé auraient accepté de disparaître derrière l'œuvre, se fondant dans l'ombre qu'ils avaient eux-mêmes créée. D'autres traditions, plus ésotériques, vont encore plus loin. Elles suggèrent que les bâtisseurs ne faisaient pas partie de la société égyptienne telle que nous la connaissons. Certains évoquent un peuple antérieur, dont la mémoire fut effacée par les siècles. D'autres parlent d'hommes venus d'ailleurs, porteurs d'un savoir transmis comme un héritage à l'humanité. Ces récits, souvent rejetés par la science moderne, persistent néanmoins comme des murmures insaisissables. L'absence de preuves directes nourrit paradoxalement leur persistance. Le vide devient un espace où s'engouffrent les hypothèses. La figure du bâtisseur invisible hante l'imaginaire. On les imagine au crépuscule, façonnant les blocs, utilisant des gestes dont nous avons perdu la signification. Peut-être accompagnait-il chaque pierre de rituels, de paroles destinées à relier l'acte physique à une intention sacrée. Peut-être leur silence était-il volontaire, parce que leur tâche n'appartenait pas au monde des récits, mais au domaine du secret. Leurs ombres s'allongent encore sur le plateau, invisibles mais pressenties, comme des présences qui veillent sur ce qu'elles ont laissé. Dans certaines légendes arabes tardives, les pyramides sont attribuées à un roi mythique, qui aurait voulu protéger le savoir de son époque contre une catastrophe à venir. Là encore, les bâtisseurs n'apparaissent pas comme des foules anonymes, mais comme des figures hors du commun, capables de dominer la matière et le temps. Ces légendes transforment les pyramides en coffres scellés et leurs créateurs en gardiens d'un secret universel. On ne leur donne pas de nom, car leur identité importe moins que leur fonction: transmettre, protéger, préserver. Cette invisibilité pourrait être volontairement cultivée.
Un monument destiné à traverser les millénaires n'avait pas besoin de mentionner ceux qui l'avaient reconstruit. Laisser leur nom aurait peut-être affaibli le sens de l'œuvre, en la réduisant à une prouesse humaine. En se retirant dans l'ombre, les bâtisseurs laissaient pas place à l'éternité de la pierre. Leur disparition est peut-être le prix de la pérennité. Le mystère des pyramides se nourrit de cette absence. Elles sont là, intactes, mais personne n'apparaît derrière elles. Le visiteur d'aujourd'hui, en se tenant devant ces masses colossales, ressent ce vide. Il imagine des mains, des regards, des souffles, mais rien ne subsiste. L'expérience est troublante. Se tenir face à un monument si concret, si massif, et en même temps si détaché de ceux qui l'ont créé. Comme si la pyramide était née par elle-même, surgie du désert sans médiateur. Cette sensation d'inachevé dans la mémoire est peut-être la plus grande énigme. L'ombre des bâtisseurs invisibles nous rappelle que l'histoire humaine est faite de manques. Ce que nous savons est toujours entouré de ce que nous ne savons pas. Les pyramides incarnent ce paradoxe avec une intensité rare. Elles sont les témoins les plus solides du passé, et en même temps les plus opaques. Elles nous forcent à contempler l'invisible, à pressentir la présence de ceux dont le souvenir a été englouti. Mais dans cette ombre se dessine aussi une ouverture. Car si les bâtisseurs n'ont pas laissé leur nom, ils ont laissé une trace plus durable, l'empreinte de leur intention. Cette intention se lit dans la cohérence du monument, dans l'ordre qui en émane, dans les correspondances avec le ciel. L'œuvre parle à leur place, même si leurs visages se sont effacés. Ils ont choisi de disparaître, mais leur silence résonne encore dans les pierres. Ce silence attire vers une autre énigme. Si l'ombre des bâtisseurs est si dense, peut-être que d'autres traces demeurent ailleurs, hors des monuments eux-mêmes. Dans des cartes anciennes, des traditions lointaines, des témoignages épars qui semblent indiquer que le savoir de ces bâtisseurs a circulé bien au-delà de l'Égypte. C'est là que se tourne désormais le regard, vers les cartes plus anciennes que l'histoire, où la mémoire effacée pourrait avoir laissé des indices. Parmi les énigmes qui entourent les pyramides, certaines ne se trouvent pas dans le désert égyptien, mais bien loin de lui, sur de vieux parchemins, dans des copies fragiles et des manuscrits à demi effacés. Il existe des cartes qui semblent précéder l'histoire telle que nous la connaissons. Cartes où apparaissent en des rivages disparus, des montagnes encore ensevelies sous la glace, et parfois des indices troublants qui laissent penser qu'un savoir oublié a circulé bien avant les civilisations classiques. Ces cartes anciennes sont comme des éclats de mémoire, des fragments qui ne s'accordent pas avec la chronologie admise, mais qui persistent malgré tout, comme des témoins dérangeants d'un autre temps. Le plus célèbre de ces documents est souvent cité comme une curiosité, une carte dessinée au XVIe siècle par un amiral turc qui semble représenter les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique avec une précision qui défie les connaissances géographiques de son époque. Comment expliquer qu'un cartographe ait pu tracer les contours d'un continent officiellement inconnu et de surcroît le montrer sans la glace qui le recouvre aujourd'hui ? Certains y voient une preuve que l'amiral ne faisait que recopier une source bien plus ancienne, héritée d'un peuple qui connaissait la terre d'une manière que nous avons oubliée. D'autres cartes, moins célèbres mais tout aussi intrigantes, révèlent quant des anomalies semblables. Des tracés de fleuves aujourd'hui disparus, des régions entières qui ne correspondent plus à la géographie moderne, comme si elles avaient été dessinées dans une époque où le climat, les mers et les terres n'étaient pas encore les mêmes. Ces documents posent une question silencieuse. Qui a vu ces paysages pour la première fois et quand ? Si ces représentations précèdent les époques officielles des grandes explorations, cela signifie qu'un savoir circulait déjà dans l'ombre, un savoir issu d'une mémoire plus ancienne. Ces cartes pourraient-elles être liées au mystère des pyramides ? Le rapprochement peut sembler audacieux, mais il s'impose à mesure que l'on considère l'idée d'un héritage oublié. Les monuments du plateau de Gizeh, par leur orientation et leur cohérence, suggèrent une vision globale du monde, une volonté d'inscrire dans la pierre un savoir universel. Les cartes, elles aussi, témoignent d'une connaissance du globe que l'histoire peine à expliquer. Dans les deux cas, nous nous retrouvons face à des indices éparpillés, qui laissent de deviner une civilisation capable de mesurer et de transmettre à une échelle planétaire. Il ne s'agit pas seulement d'objets de curiosité pour érudits. Ces cartes interrogent profondément notre rapport au temps. Elles laissent entendre que l'histoire officielle n'est peut-être pas linéaire, qu'il a existé des cycles de savoir, des apogées suivis d'oubli, des civilisations effacées dont les traces ne subsistent qu'à travers ces témoins muets. Comme les pyramides, elles nous obligent à envisager un passé plus complexe, tissé d'ombres et de silence. Leur existence a longtemps embarrassé les chercheurs,
trop précises pour être des inventions, trop anciennes pour être exactes selon la chronologie classique. La solution la plus simple fut de les ranger dans la catégorie des anomalies, des curiosités à ne pas prendre au sérieux. Mais certaines résistèrent, traversant les siècles comme des fantômes de papier. On les redécouvre aujourd'hui avec un regard différent, attentif au décalage, sensible aux indices qui pointent qui pointent vers un savoir oublié. Les cartes ne se contentent pas de représenter la Terre. Elles reflètent toute une vision du monde, une manière de le comprendre et de l'organiser. Dans ce sens, elles ressemblent aux pyramides. L'une est construite de traites et d'encre, l'autre de pierres colossales. Mais toutes deux semblent obéir à une logique semblable, fixer dans une forme durable un savoir fragile. Les cartes anciennes sont des pyramides de papier, des monuments de mémoire qui défient l'oubli. Il est frappant de constater que certaines de ces cartes associent directement des monuments antiques à des points géographiques précis, comme si les bâtisseurs avaient voulu lier leur œuvre à la représentation du monde. Elles ne sont pas seulement des instruments pratiques, elles portent une dimension symbolique. Elles inscrivent l'homme dans un espace plus vaste que lui et rappellent que sa destinée est liée au mouvement de la terre et du ciel. Les cartes plus anciennes que l'histoire nous placent face à une question troublante. Et si les pyramides, elles aussi, étaient une carte? Non pas une simple tombe de pierre, mais une représentation tridimensionnelle d'un savoir géographique cosmique ou terrestre. Dans ce cas, elles seraient les équivalents de ces manuscrits, mais gravés dans la matière pour survivre à toutes les catastrophes. Les blocs eux-mêmes deviendraient des coordonnées, les alignements des indices, les proportions des messages adressés à l'avenir. Cette hypothèse, bien que spéculative, séduit par son pouvoir évocateur. Elle suggère que le plateau de Gizeh fut pensé comme un atlas sacré, un centre de mémoire destiné à préserver une connaissance universelle. Si tel est le cas, alors les bâtisseurs invisibles n'étaient pas seulement des ingénieurs, mais des cartographes de l'éternité. Ils avaient choisi de dessiner non pas sur le papier, fragile et voué à disparaître, mais sur la pierre, indestructible et silencieuse. Les cartes anciennes et les pyramides partagent ainsi une même fonction. Elles résistent à l'effacement. L'une survit aux conquêtes, aux incendies et à l'érosion, l'autre aux siècles et aux régimes qui passent. Toutes deux rappellent que la mémoire humaine est plus fragile que nous l'imaginons, et que certains ont voulu la fixer dans des formes qui dépassent le simple usage quotidien. Pour le regard contemporain, ces vestiges vedettes y sont autant d'appels à la prudence. Peut-être que l'histoire que nous croyons connaître n'est qu'une version simplifiée, adaptée aux fragments qui nous restent en an. Les cartes nous rappellent que d'autres fragments existent, enfouis dans la poussière des bibliothèques ou dissimulés dans des traditions orales. Les pyramides, elles, nous rappellent que le savoir peut se cacher dans la pierre elle-même, au-delà des mots. Ainsi, les cartes plus anciennes que l'histoire ne sont pas seulement des curiosités. Elles sont des miroirs tendus vers notre ignorance. Elles montrent que d'autres avant nous savaient, voyaient, comprenaient, et elles nous forcent à admettre que ce savoir s'est effacé presque totalement. Reste alors la possibilité troublante. Si des cartes ont traversé les siècles, si des monuments colossaux défient encore le désert, combien d'autres témoignages ont disparu à jamais, avalés par l'oubli? De ce constat naît une question nouvelle, plus inquiétante encore. Si les cartes révèlent qu'on des terres perdues, si les pyramides tracent une mémoire de pierre, quel autre mystère se cache dans les poids mêmes de ces blocs immenses, si lourds et si impossibles à déplacer selon nos logiques modernes? C'est là que nous conduit naturellement ce fil invisible vers l'énigme suivante, le poids des pierres impossibles. En approchant des pyramides, ce qui frappe d'abord n'est pas seulement leur forme géométrique, mais la masse des blocs qui les composent. Des centaines de milliers de pierres, chacune pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, ont été extraites, déplacées et assemblées avec une précision que même nos machines modernes peineraient à reproduire sans difficulté. Le simple fait de s'arrêter devant l'un de ces blocs suffit à mesurer l'étrangeté de l'entreprise. Le regard tente d'imaginer des mains humaines, des cordes, des rondins, des leviers, mais l'image paraît dérisoire face à l'échelle réelle de la tâche. Ces pierres immenses ne devraient pas être là, et pourtant, elles forment les monuments les plus solides de l'histoire. Les récits traditionnels expliquent que des foules d'ouvriers, sous la direction de contremaîtres, auraient déplacé ces blocs depuis des carrières parfois situées à des kilomètres du site. Mais cette explication laisse derrière elle une ombre tenace. Car si les moyens étaient aussi rudimentaires que nous l'imaginons, pourquoi les traces archéologiques ne témoignent-elles pas d'un chantier titanesque à chaque étape ?
Le désert n'a conservé que peu d'empreintes de cette organisation gigantesque, comme si les pierres avaient été posées dans un silence soudain, sans laisser derrière elles l'écho du tumulte qu'elles auraient donc dû provoquer. Ce silence se double d'un paradoxe. Plus le poids des pierres est grand, plus leur ajustement est fin. Certaines s'imbriquent si parfaitement que l'on ne glisse pas la lame d'un couteau entre elles. Comment expliquer qu'avec des moyens simples, on ait pu manipuler des masses colossales avec une telle délicatesse? Le contraste est saisissant. Brutalité de la matière et finesse de l'assemblage. Comme si les bâtisseurs avaient su dominer la lourdeur même de la pierre, la plier à une volonté qui dépasse nos schémas de compréhension. Dans d'autres régions du monde, on retrouve le même mystère. Les murs de Cusco au Pérou, les blocs de Baalbek au Liban, les mégalithes de l'île de Pâques. Partout surgissent ces pierres tellement trop lourdes, trop parfaites, dont l'existence échappe aux explications simples. Comme si un fil invisible reliait ces civilisations, un fil de savoir partagé ou redécouvert, qui leur permettait de défier le poids de la matière. Ces parallèles renforcent l'impression que les pyramides ne sont pas une exception, mais la manifestation la plus grandiose d'une logique ancienne, aujourd'hui disparue. Les pierres impossibles suscitent des hypothèses variées. Certains imaginent des techniques oubliées, des procédés de traction et de levage que nous n'avons pas su retrouver. D'autres évoquent des moments, des savoirs liés à l'observation de la nature, capables de révéler des solutions simples que notre regard moderne ignore. D'autres encore, plus audacieux, parlent d'une science venue d'ailleurs, d'un héritage transmis par des peuples dont l'histoire n'a pas gardé la trace. Quelle que soit la version, toutes convergent vers un constat. Les pierres imposent leur silence et leur poids comme une énigme que l'on ne parvient pas à soulever. Leur présence massive agit presque comme une épreuve pour l'esprit. On se trouve devant elles, réduit à l'impuissance, incapable de les imaginer bouger ou être transportés par des moyens ordinaires. Le visiteur ressent alors une sorte de vertige. Si ces pierres ont été déplacées, alors quelque chose nous échappe dans notre manière de comprendre le passé. Peut-être que nous sous-estimons les capacités réelles des peuples anciens, ou peut-être que nous ignorons encore l'existence d'un chapitre entier de l'histoire humaine. Le poids des pierres n'est pas seulement une difficulté matérielle. Il devient une métaphore. Ces blocs écrasent notre compréhension comme ils écraseront le sol. Ils imposent sur leur présence inamovible et nous forcent à reconnaître nos limites. Le mystère des pyramides ne réside pas seulement dans leur fonction ou leur symbolisme, mais aussi dans cette évidence brute. Des pierres trop lourdes ont été déplacées, et nous n'avons pas d'explication claire. Ce vide se transforme en abîme, un abîme où naissent donc des récits alternatifs, des légendes, des hypothèses qui prolifèrent autour du silence. On raconte que certains blocs, avant d'être taillés, furent extraits de carrières lointaines. Comment ces masses arrachées à la roche ont-elles pu être transportées sur des kilomètres? Le Nil peut être servi de voie d'acheminement, mais même cette hypothèse ne répond pas à tout. Car descendre une pierre colossale dans une barge, la maintenir à flot, la hisser ensuite sur le plateau, suppose une maîtrise logistique que rien n'atteste de façon claire. Le poids se redevient alors un mur infranchissable, un obstacle entre nous et la compréhension. L'homme qui contemple ces pierres immenses se sent ramené à son échelle, réduit à l'état de témoin. Il n'y a pas d'action possible, seulement une contemplation qui frôle l'incompréhension. Dans ce silence imposé, certains croient y percevoir une intention. Peut-être que les bâtisseurs ont choisi ces blocs massifs précisément pour impressionner, pour défier les générations futures, pour s'assurer que personne ne pourrait les réduire à une construction banale. Leur poids devient alors un langage, une manière de dire « Nous savions ce que nous faisions, et vous ne pourrez jamais l'oublier ». Il est possible aussi que ces pierres immenses n'aient pas été pensées seulement pour durer, mais pour transmettre une idée du temps. Leur masse les rend éternelles à l'échelle humaine. Elles ne bougent pas, ne s'effritent donc que lentement. Elles défient les siècles et les empires. Elles sont l'expression la plus tangible de la permanence, de la victoire sur l'éphémère. En les contemplant, on comprend que les bâtisseurs, visibles ou invisibles, voulaient inscrire dans la matière la certitude que le temps ne peut pas tout effacer. Mais cette permanence se double d'une question. Si de tels blocs ont pu être déplacés et assemblés, qu'est-ce qui empêchait les bâtisseurs d'aller encore plus loin? Si une technique existait, pourquoi n'a-t-elle pas été transmise? Pourquoi s'est-elle perdue? Était-ce un savoir réservé à quelques initiés, volontairement dissimulé? Était-ce une connaissance jugée trop puissante pour être partagée?
Ou bien s'est-elle éteinte avec la chute d'une civilisation antérieure, laissant les pyramides comme les derniers témoins de son existence? Le poids des pierres impossibles reste ainsi un mystère suspendu, une question ouverte qui alourdit le silence des pyramides. Ces blocs figés dans le désert sont comme des points de résistance face au temps et à la raison. Ils imposent leur présence muette et définissent nos certitudes. Peut-être ne saurons-nous jamais comment ils furent avant déplacés. Mais leur poids, paradoxalement, allège notre illusion de tout comprendre. Il nous rappelle qu'on sent que le passé n'est pas un livre achevé, mais un champ d'énigmes encore vivantes. Et dans ce poids, dans cette impossibilité, s'annonce la prochaine interrogation. Car si les pierres paraissent forcément défier la logique par leur masse, elles le font aussi par l'idée d'outils et de machines que nous ne retrouvons pas. Leur transport et leur ajustement suggèrent des techniques que nous n'avons jamais vues, des instruments disparus, des savoirs perdus. Ainsi, derrière les blocs silencieux, se profile un autre mystère, celui des machines que personne n'a vues. Lorsque l'on contemple les pyramides et les blocs qui les composent, une idée s'impose presque naturellement. Des outils particuliers, des dispositifs ingénieux ont dû exister pour rendre possible une telle entreprise. Pourtant, malgré les fouilles, malgré des siècles de recherche, aucune machine digne de ce nom n'a jamais été retrouvée. Pas de grues antiques, pas de mécanismes complexes, pas de structures en bois massives capables de soulever des dizaines de tonnes. Le désert conserve les pierres, mais pas les instruments qui auraient dû les dompter. Ce silence des machines est peut-être l'un des plus grands paradoxes de l'archéologie. Les hypothèses traditionnelles parlent de rampes, de leviers, de cordes, des procédés rudimentaires appliqués avec une patience infinie et une main-d'œuvre abondante. Mais ces explications, aussi raisonnables soient-elles, paraissent un peu fragiles face à la réalité du chantier. Des rampes immenses auraient dû laisser des traces profondes dans le paysage. Des milliers de cordes et d'outils auraient dû s'entasser dans les sables, et pourtant rien de tel n'apparaît. Tout se passe comme si les bâtisseurs avaient travaillé avec des moyens qui n'ont pas laissé d'empreintes visibles, comme si leur machine appartenait à une autre logique étrangère à la nôtre. Ce vide alimente les spéculations. Certains imaginent des dispositifs ingénieux en bois, si fragiles qu'ils se sont entièrement désintégrés au fil des millénaires. D'autres évoquent des techniques utilisant l'eau, la boue, la force collective, des procédés si simples et si éphémères qu'ils ne pouvaient survivre dans la mémoire matérielle. Mais d'autres encore, fascinés par le caractère monumental de l'œuvre, soupçonnent l'existence d'outils dont nous n'avons aucune trace dans l'histoire connue. Des machines que personne n'a vues parce qu'elles appartiennent à un savoir qui s'est effacé. On retrouve ce mystère ailleurs dans le monde. Les pierres de Baalbek au Liban, certaines pesant des centaines de tonnes, reposent elles aussi, sans explication claire quant à leur déplacement. À Cusco, les blocs polygonaux s'emboîtent avec une précision telle qu'aucun ciment n'était nécessaire. À chaque fois, l'absence de machines tangibles laisse place à la même impression. Il existait une technique invisible, un art perdu, dont nous n'avons plus la clé. Les civilisations modernes, avec leurs grues d'acier et leurs moteurs, se sentent presque démunies face à ces héritages, comme si l'ancien possédait un avantage insaisissable. Ce silence des outils invite à réfléchir autrement. Peut-être que les bâtisseurs ne concevaient pas la machine comme nous la concevons. Pour nous, un instrument est une prolongation mécanique du corps humain. Pour eux, peut-être, il s'agissait d'autre chose, d'un usage du milieu naturel, de la gravité, de l'eau, du vent, intégré d'une manière que nous avons oubliée. Leurs machines n'étaient peut-être pas des objets, mais des procédés éphémères, des alliances subtiles avec les forces du monde. Dans ce cas, l'absence de traces n'est pas une anomalie, mais une conséquence naturelle. Il est aussi possible que ce vide soit volontaire. Si certains bâtisseurs appartenaient à une caste initiée, comme le supposent certaines traditions, alors leur technique n'était pas destinée à être partagée. Le secret, dans ce cas, faisait partie de la méthode. Les outils n'ont pas disparu par hasard, ils n'ont jamais été révélés. Les machines que nous cherchons dans le sable ne furent jamais conçues pour survivre. Leur absence devient un message. L'œuvre est visible, mais son mode de réalisation restera caché. L'homme moderne, habitué à voir dans chaque chose la marque d'une technologie identifiable, ressent une frustration particulière face à ce mystère. Nous vivons entourés de machines, et l'idée de bâtir sans elles nous semble impossible.
Les pyramides deviennent ainsi une provocation silencieuse. Elles affirment que quelque chose d'immense a été accompli sans laisser derrière soi la moindre roue, le moindre engrenage. Cela ébranle notre conception du progrès, car cela suggère qu'une autre voie, un autre mode d'action a pu exister. Dans certaines traditions orales, transmises à travers les siècles, on évoque des sons capables de déplacer les pierres, des chants qui résonnaient avec la matière. Ces récits, bien que symboliques, traduisent une intuition. Et si la force employée n'avait pas été mécanique au sens strict, mais une connaissance plus subtile, jouant sur l'équilibre des choses plutôt que sur leurs contraintes brutes. Ces histoires sont peut-être des métaphores, mais elles ouvrent un espace d'interrogation. Les machines que personne n'a vues ne sont pas forcément des objets disparus, elles peuvent être des procédés, des harmonies, des gestes perdus. En arpentant les galeries de la pyramide, on imagine des bâtisseurs qui savaient exactement comment orienter un bloc, comment le placer sans qu'il s'effondre, comme s'ils maîtrisaient une science pratique qui ne nécessitait pas d'outils de massif. Leur corps, leurs mouvements, leurs rites eux-mêmes pouvaient être les machines. Le chantier devenait alors un rituel collectif, où chaque geste trouvait sa place dans une chorégraphie silencieuse. La machine se confondait avec l'homme et la nature, au point de disparaître dans le temps. L'absence d'outils d'un matériel a une conséquence particulière. Elle rend l'œuvre intemporelle. Si l'on retrouvait demain une grue primitive, un système ingénieux de poulies ou de rampes, les pyramides se rapprocheraient de notre monde, elles redeviendraient accessibles à notre compréhension. Mais leur silence les place dans une zone d'étrangeté. Elles restent détachées, comme surgies d'un ailleurs. Les machines que nous attendons n'apparaissent pas. Et cela contribue à nourrir l'impression que ces monuments ne sont pas seulement humains, mais porteurs d'une énigme plus vaste. Peut-être est-ce là le but réel. En construisant avec des moyens invisibles, les bâtisseurs ont imposé une œuvre qui ne peut pas être imitée. Leurs secrets se sont éteints avec eux, et la pyramide demeure comme un défi éternel, rappelant que l'homme ne détient pas tout le savoir. Les pierres deviennent alors un miroir. Elles reflètent nos limites autant qu'elles reflètent le ciel. L'absence des machines n'est donc pas seulement un mystère archéologique, c'est une leçon. Elle nous enseigne que nous dépendons trop de nos outils, que nous croyons tout expliquer par la technique, alors qu'il existe peut-être d'autres formes d'intelligence, d'autres modes de relation avec la matière. Les bâtisseurs invisibles s'avéraient quelque chose que nous avons perdu, et les pyramides en sont la preuve silencieuse. Et derrière cette question des machines surgit une autre, encore plus profonde. Car si les outils n'ont pas survécu, les récits non plus, n'ont pas gardé de traces claires de leur existence. Pourtant, dans les mythes dispersés, dans les légendes transmises à demi-mot, on trouve des échos troublants. Ces récits ressemblent parfois à des souvenirs flous, comme des fragments d'une mémoire qui ne veut pas disparaître. C'est vers eux que nous devons maintenant nous tourner, les mythes qui ressemblent à des souvenirs. Depuis les temps anciens, les mythes ont été considérés comme des histoires somme fabuleuses, des récits destinés à expliquer le monde ou à transmettre des valeurs. Mais lorsque l'on les écoute attentivement, un frisson particulier se glisse dans leurs images, celui de souvenirs déguisés. Et si derrière les dieux et les héros, derrière les monstres et les prodiges, se cachaient les échos réels d'événements oubliés? Autour des pyramides, cette question devient pressante. Les légendes qui les entourent ne sont pas seulement des fables. Elles ressemblent parfois à des mémoires brouillées, comme si l'humanité cherchait à se rappeler, à travers le voile des symboles, un passé dont les détails se sont effacés. En Égypte, certains textes parlent de l'âge des dieux, une époque où les souverains en étaient pas des hommes, mais des êtres d'une autre nature. Ces règnes fantastiques s'étendent sur des milliers d'années, bien au-delà des durées humaines. Officiellement, ces récits sont considérés comme des mythes, destinés à légitimer la grandeur des pharaons en les inscrivant dans une continuité divine. Mais que se passe-t-il si l'on prend ces chroniques au sérieux, non pas comme des fables religieuses, mais comme des souvenirs altérés d'un passé bien réel? Et si ces dieux étaient les traces d'un peuple oublié, si ancien que son souvenir ne pouvait être transmis que sous la forme du mythe? Les traditions orales du monde entier contiennent des motifs semblables. Des récits de déluges, de catastrophes cosmiques, de civilisations disparues, des histoires qui reviennent avec une insistance troublante, des Andes à la Mésopotamie, des peuples nordiques aux anciens habitants de l'Inde. Cette répétition suggère qu'il existe une mémoire commune, un noyau d'événements que les civilisations ont tenté de préserver en l'habillant de symboles. Les mythes deviennent alors les archives de l'inconscient collectif, des souvenirs codés transmis à travers des images poétiques.
Autour des pyramides, certaines de ces légendes prennent une résonance particulière. On raconte, dans certaines traditions arabes médiévales, qu'elles furent construites avant le déluge, par un roi qui voulait préserver les savoirs de son époque. Cette histoire évoque un monde menacé, une connaissance mise à l'abri dans la pierre pour survivre à la catastrophe. Or, ce motif est universel, l'idée d'une destruction suivie d'une renaissance. Peut-être que les pyramides, dans ce cadre, ne sont pas seulement des tombeaux, mais des coffres de mémoire, des bibliothèques de pierre destinées à protéger ce que les hommes craignaient de perdre. Les mythes égyptiens eux-mêmes parlent de cycles, de mondes qui naissent et s'effondrent. Le dieu Ré voyage chaque nuit dans les ténèbres, affrontant le chaos pour renaître au matin. Cette image du retour, de la lutte contre l'oubli, peut être comprise comme une métaphore de l'histoire humaine. Nous aussi renaissons après les catastrophes, en conservant des bribes de ce qui a été. Les monuments, eux, incarnent cette résistance. Ils sont les fragments visibles d'un souvenir que les mythes enveloppent de symboles. Certains chercheurs modernes parlent de mémoire culturelle, une manière pour les peuples de transmettre inconsciemment des événements réels, mais transformés par l'imaginaire collectif. Un cataclysme devient un combat entre dieux, une migration devient une épopée héroïque, une technologie oubliée devient une magie divine. Les mythes ne sont pas faux, mais transfigurés. Ils contiennent des vérités brouillées par la poésie du temps. Les pyramides, placées de vol au cœur de ces récits, semblent alors incarner un souvenir massif, indestructible, dont le sens exact s'est perdu, mais dont la présence impose un respect silencieux. Ce qui trouble le plus, c'est que certains détails de ces récits mythologiques trouvent des échos dans des découvertes archéologiques. Les déluges évoqués par les légendes trouvent des parallèles dans les traces géologiques de catastrophes climatiques. Les rois mythiques qui régnaient sur des millénaires ressemblent étrangement à des souvenirs d'époques antérieures au calendrier officiel. Les alignements célestes décrits par certaines traditions correspondent à de véritables phénomènes astronomiques observables. Ces concordances, même partielles, renforcent l'idée que les mythes sont des souvenirs codés, une mémoire qui refuse de s'éteindre complètement. Lorsque l'on contemple les pyramides, entourées de ces récits, on a l'impression d'être face à un livre dont on a perdu la langue. Les pierres sont les mots, les mythes sont les images, mais le sens reste obscur. Pourtant, l'intuition persiste. Ces monuments ne sont pas détachés des récits fabuleux, ils en sont la matérialisation silencieuse. Les mythes disent en images ce que la pierre dit en silence. Ensemble, ils racontent une histoire effacée, que nous tentons de reconstituer par fragments. Cette idée que les mythes sont des souvenirs change notre regard sur eux. Ils cessent d'être de simples inventions et deviennent des archives dissimulées. Chaque fable, chaque légende devient un indice. La figure d'un dieu qui descend du ciel pourrait être la mémoire d'un peuple venu d'ailleurs. Le récit d'un déluge pourrait être le souvenir d'une catastrophe climatique. L'histoire d'un roi bâtisseur pourrait être celle d'un peuple disparu. Les mythes ne sont pas des mensonges, mais des miroirs déformés. L'écho de ces récits ne se limite pas à l'Égypte. Dans d'autres cultures, on trouve des traditions qui évoquent des bâtisseurs mystérieux, des hommes venus du large, des géants ou des sages qui enseignèrent au peuple l'art de bâtir et de mesurer. Ces histoires ressemblent étrangement à des souvenirs partagés, comme si une civilisation ancienne, aujourd'hui disparue, avait laissé une empreinte dans les mémoires du monde entier. Les pyramides, dans ce cadre, deviennent un fragment de ce souvenir global, une pièce de puzzle reliée à d'autres monuments, d'autres traditions. Le visiteur moderne, en lisant ces récits, oscille entre incrédulité et fascination. Il sent que le mythe le trouble, parce qu'il résonne avec quelque chose de familier et d'inaccessible à la fois. Les symboles parlent à une part profonde de l'esprit, celle qui reconnaît sans comprendre. Le souvenir affleure comme un rêve dont on sait qu'il s'est produit, mais dont on ne saisit plus les détails. Les pyramides se dressent comme l'incarnation de ce rêve, une certitude matérielle qui confirme l'existence, de quelque chose que les mythes essaient désespérément de raconter. Ainsi, les mythes qui ressemblent à des souvenirs nous invitent à une posture différente. Plutôt que de les rejeter comme de simples fables, il faut les écouter comme des murmures venus de loin. Ils disent ce que l'histoire officielle ne peut pas écrire. Ils préservent ce que les chroniques ont perdu. Ils sont la mémoire secrète des pierres impossibles et des bâtisseurs invisibles. Et dans ces récits, une question revient toujours. Qui étaient ces souverains d'avant les pharaons, ces peuples qui semblent hanter les premiers souvenirs de l'Égypte? Car si les mythes sont bien des souvenirs, alors ils nous désignent un monde antérieur,
un royaume oublié dont l'ombre se profile derrière les pyramides. C'est vers ce royaume que nous allons maintenant nous tourner, les royaumes avant les pharaons. Lorsque l'on évoque l'histoire de l'Égypte, l'esprit se tourne naturellement vers les dynasties des pharaons, vers les cartouches gravées dans la pierre et les fresques éclatantes qui ornent les temples. Mais derrière ce récit officiel se cache une zone d'ombre plus vaste, une époque qui précède l'avènement des rois connus, un temps que les Égyptiens eux-mêmes appelaient l'ère des premiers souverains divins. Ces chroniques, tant gravées dans des textes anciens ou rapportées par des auteurs ultérieurs, parlent d'un monde oublié, un royaume antérieur où la terre du Nil était gouvernée par des êtres qui n'étaient pas tout à fait humains. Selon certaines listes royales, les dieux auraient en régné sur l'Égypte pendant des millénaires avant que les pharaons n'apparaissent. Osiris, Isis, Horus, Thoth et bien d'autres encore sont mentionnés comme des souverains véritables, incarnant une autorité terrestre et céleste. Ce que l'on nomme aujourd'hui mythologie pourrait être pour eux une mémoire lointaine d'une organisation politique et spirituelle qui s'est éteinte avant l'histoire. Les temples de Saqqara ou les écrits attribués à Manéthon, prêtre et chroniqueur de l'époque ptolémaïque, évoquent cette succession divine avec une précision troublante. L'idée d'un royaume avant les pharaons traverse donc la tradition égyptienne comme un souvenir persistant que personne n'ose effacer. Cette période mystérieuse est décrite comme un âge d'or, un temps où le savoir et l'ordre régnaient sur la vallée du Nil. Certains y voient la trace d'une civilisation antérieure, peut-être effacée par une catastrophe dont les Égyptiens auraient hérité des vestiges. Les pyramides, dans ce cadre, ne seraient pas l'œuvre des dynasties classiques, mais des reliques de cet âge oublié, reprises et revendiquées par les rois humains qui vinrent après. La continuité entre ces deux mondes aurait été assurée par les prêtres, gardiens du savoir, qui transformèrent les anciens souvenirs en récits religieux. Ce qui frappe, c'est la similitude de cette idée avec d'autres traditions à travers le monde. Dans la Grèce antique, on parlait d'âges successifs de l'humanité, dont certains plus lumineux et plus parfaits que le nôtre. En Mésopotamie, les rois antédiluviens auraient régné pendant des durées incroyables, avant que le déluge ne vienne effacer leurs traces. Dans les Andes, des récits évoquent des bâtisseurs venus d'un temps antérieur, porteurs de savoir que les peuples suivants ne purent jamais égaler. Partout, l'on retrouve la même intuition. Avant les souverains connus, il existait d'autres royaumes, d'autres peuples, effacés de l'histoire officielle mais survivant dans la mémoire mythique. Si l'on admet cette hypothèse, alors les pyramides prennent une dimension nouvelle. Elles deviennent le pont entre ces deux mondes, entre les royaumes d'avant et l'histoire des pharaons. Peut-être furent-elles érigées par ces premiers souverains, ou bien construites selon leur volonté, avant que les dynasties humaines n'en héritent. Leur silence s'expliquerait alors, elles ne portent pas le nom des pharaons, parce qu'elles leur sont antérieures. Elles appartiennent à un temps où la mémoire écrite n'existait pas encore, un temps dont le souvenir ne pouvait survivre qu'à travers les mythes. Les prêtres, dans leur rôle de conservateurs, auraient transformé cette mémoire en récit divin. Ainsi, les dieux rois ne seraient pas des inventions, mais des reflets. Derrière leur nom symbolique se cacheraient peut-être des peuples de chair et d'os, des dynasties oubliées qui régnèrent tant sur le Nil, dans une époque trop reculée pour être consignée. La divinité leur fut attribuée par les générations suivantes, incapables de concevoir qu'il ait existé avant elles une puissance aussi grande. Ce brouillage entre mythe et histoire crée un vertige particulier, car il signifie que ce que nous appelons origine pourrait en réalité être une continuité, que l'Égypte n'a pas surgi soudainement dans la vallée du Nil, mais qu'elle est l'héritière d'un passé beaucoup plus ancien. Les pyramides, dans ce cas, ne sont pas le début, mais le reste d'un monde antérieur. Leur étrangeté, leur silence, leur disproportion avec les moyens connus des dynasties humaines deviendraient alors compréhensibles. Elles appartiennent à un autre cycle de l'humanité. Les royaumes avant les pharaons pourraient aussi expliquer la fascination persistante pour les étoiles dans l'architecture et les rituels. Les anciens souverains divins, souvent associés à des astres, auraient retransmis cette obsession céleste, reprise et amplifiée par les pharaons. L'alignement des pyramides avec Orion ou Sirius ne serait pas une invention des dynasties humaines, mais une tradition héritée de ces temps premiers. Ce lien entre ciel et terre, entre pierre et étoile, serait la signature des anciens royaumes, un langage cosmique que les pharaons ont tenté de préserver sans toujours en comprendre la profondeur. Dans le désert, le silence des pierres devient alors une archive de ce passé.
Les cartouches royaux gravés bien plus tard apparaissent comme des ajouts, des revendications sur des monuments déjà anciens. Le décalage entre la grandeur des pyramides et la relative pauvreté des tombeaux ultérieurs des pharaons souligne cette rupture. Après l'âge des dieux et des souverains premiers, l'Égypte humaine aurait tenté d'imiter, mais jamais elle ne retrouva le savoir nécessaire pour reproduire l'œuvre colossale. Cette idée dérange car elle remet en cause la linéarité de l'histoire. Elle suggère que la civilisation n'est pas un progrès continu, mais une alternance de pertes et de renaissance. Un savoir immense aurait pu exister puis disparaître, ne laissant que des fragments énigmatiques. Les pyramides seraient ces fragments, des pierres témoins d'un âge révolu, d'un royaume dont il ne reste ni archives, ni chroniques, mais seulement des mythes transformés. Pourtant, ce silence n'est pas absolu. Quelques inscriptions, quelques traditions rapportées par les prêtres ou par des voyageurs grecs laissent entendre qu'un savoir fut caché volontairement, conservé dans les temples, transmis de bouche à oreille à travers les initiés. Ce savoir ancien, associé au royaume d'avant, aurait été jugé trop puissant, trop sacré pour être livré à la foule. Les prêtres auraient donc choisi de le protéger en le voilant derrière les récits symboliques et en le liant aux dieux. Ainsi, les royaumes avant les pharaons ne furent pas effacés totalement, ils survivent en filigrane, dissimulés derrière le voile religieux. Cette dissimulation crée une impression persistante. L'histoire que nous connaissons est incomplète. Les pyramides en sont la preuve matérielle, les mythes en sont la trace poétique. Entre les deux, une continuité invisible relie le présent à ces royaumes disparus. Et si nous écoutons attentivement, ce silence prend une forme, non pas un vide, mais une invitation à chercher plus loin, à accepter que le passé ne se limite pas à ce qui est écrit. Le mystère des royaumes avant les pharaons ouvre ainsi une porte vers une autre interrogation, car si des souverains divins ont régné, si des civilisations antérieures ont existé, pourquoi l'archéologie moderne se montre-t-elle si réticente à l'admettre ? Pourquoi ce silence persistant autour des anomalies ? Pourquoi cette tendance à réduire les mythes au rang de fables ? Peut-être parce que le savoir des anciens remet en cause nos certitudes. C'est vers ce silence des chercheurs et des savants que le regard se tourne maintenant, vers ce que l'on appelle le silence des archéologues. Parmi toutes les énigmes qui entourent les pyramides, il en est une qui ne concerne ni les pierres ni les mythes, mais les hommes qui aujourd'hui tentent d'en écrire l'histoire. Car face à ces monuments, l'archéologie moderne se trouve dans une posture paradoxale. Elle étudie, elle mesure, elle date, mais elle se tait souvent devant ce qui ne cadre pas avec le récit établi. Les pierres impossibles, les légendes persistantes, les anomalies troublantes sont souvent reléguées au rang de curiosité ou d'erreur. Le discours officiel reste stable, presque figé, comme si l'on craignait d'ouvrir une brèche qui bouleverserait tout le reste. Ce silence est en partie compréhensible. La science exige des preuves tangibles, des fouilles vérifiables, des textes fiables. Or, les pyramides offrent davantage de questions que de réponses. L'absence de machines, le vide des récits, les proportions étranges, rien de tout cela ne constitue une démonstration définitive. Les archéologues en prudence état préfèrent s'en tenir à ce qui est documenté. Des ouvriers, des rampes, des décennies de travail collectif. Pourtant, derrière cette prudence se dessine un autre visage, celui d'un mutisme presque volontaire. On choisit de ne pas insister sur certaines anomalies, comme si elles menaçaient l'équilibre fragile du récit admis. Ce silence nourrit naturellement la méfiance. Beaucoup y voient une forme de censure, une volonté de dissimuler ce qui ne peut être expliqué. Mais il s'agit moins d'un complot que d'un mécanisme humain, celui de protéger une vision du monde. L'histoire de l'Égypte ancienne repose sur des bases fragiles, constituées de fragments et de reconstructions. Si l'on accepte l'idée que les pyramides puissent être plus anciennes que les pharaons, ou qu'elles témoignent d'un savoir oublié, alors c'est toute la chronologie qui vacille. Ce vertige, beaucoup préfèrent ne pas l'affronter. Pourtant, de rares voix osent de s'aventurer dans les marges. Quelques chercheurs indépendants, souvent en marge des institutions, explorent des pistes interdites. Ils comparent pas les monuments du monde, cherchent des liens entre les mythes, interrogent les anomalies, mais leur discours est souvent accueilli avec scepticisme, voire moquerie. Le poids de la science académique est lourd, et rares sont ceux qui peuvent s'opposer au consensus sans être marginalisés. Ainsi, le silence officiel perdure, non par malveillance, mais par inertie. Ce mutisme a une conséquence particulière. Il laisse le champ libre à l'imagination. Là où l'archéologie se tait, les hypothèses en putidériptédé se multiplient.
Les pyramides deviennent alors un espace de projection, où chacun peut placer ses récits, ses rêves ou ses peurs. Ce silence des savants agit comme un miroir, reflétant davantage nos interrogations que des certitudes établies. En refusant de combler les vides, l'archéologie les amplifie, et le mystère se nourrit de ce manque. Il faut aussi reconnaître que le désert n'aide pas. Les traces disparaissent vite dans le sable, les papyrus s'effritent, les fresques s'éteignent. Peut-être que les preuves ont réellement existé, mais qu'elles ont été englouties par le temps. Dans ce cas, le science est aisé. Le silence des archéologues n'est pas volontaire, il est imposé par la nature même du passé. Ce que nous cherchons n'existe plus, et il ne reste que les pierres, immobiles, muettes, intransigeantes. Mais l'impression persiste que quelque chose nous échappe, que l'on ne dit pas tout, ou que l'on choisit de ne pas regarder certaines évidences. Parfois, un détail est découvert, une chambre cachée, une anomalie dans les fondations, un alignement céleste inattendu. Ces trouvailles pourraient bouleverser notre compréhension, mais elles sont souvent présentées avec prudence, minimisées, rangées dans les marges, comme si l'on craignait de perturber la cohérence du récit. Le silence des archéologues est donc à la fois un choix et une contrainte. Un choix, car il est plus rassurant de maintenir une histoire stable. Une contrainte, car la nature même des preuves disponibles limite les possibilités. Mais ce silence nourrit aussi une atmosphère particulière, celle d'un mystère entretenu, d'une énigme jamais close. Peut-être est-ce là la véritable force des pyramides, obliger les savants eux-mêmes à se taire devant ce qu'ils ne peuvent expliquer. Pour le regard extérieur, ce silence agit comme un appel. Il invite à chercher ailleurs, à interroger non seulement les pierres, mais aussi le ciel, la géographie, les traditions. Si les archéologues ne disent rien, les monuments eux-mêmes continuent de parler, mais dans un langage symbolique. Et ce langage pointe souvent vers les étoiles. L'orientation des pyramides, leur alignement avec certaines constellations, leur dialogue silencieux avec le ciel nocturne, tout cela compose une autre voie d'interprétation, là où la science classique hésite à s'aventurer. Le désert égyptien, la nuit, offre un spectacle saisissant. Les pyramides s'élèvent sous la voûte étoilée, leurs arêtes se découpant dans l'obscurité. On comprend alors que ces monuments ne sont pas seulement liés à la terre, mais qu'ils tendent vers le ciel. Ils deviennent des instruments de mémoire, des ponts entre le monde des hommes et celui des astres. Là où les archéologues se taisent, les étoiles semblent répondre, inscrivant les pyramides dans une carte plus vaste, une géographie cosmique. Le silence des archéologues est peut-être la clé, car en refusant de tout expliquer, ils laissent l'espace du mystère intact. Ce silence nous oblige à regarder plus loin, à dépasser les certitudes, à accepter que nous ne savons pas. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments matériels, elles sont des énigmes vivantes, des pierres qui résistent à la parole humaine. Le mutisme des savants rejoint celui des blocs, créant une résonance étrange, une atmosphère où le mystère devient presque palpable. Et dans ce silence, l'œil se lève vers le ciel. Car si la Terre ne nous donne pas toutes les réponses, peut-être faut-il les chercher dans les constellations. Les pyramides semblent en effet répondre à une logique astrale, comme si elles avaient été bâties pour inscrire sur la Terre une carte des étoiles. C'est ce lien subtil, cette correspondance entre la pierre et la lumière, que nous devons explorer maintenant. Les étoiles gravées dans la pierre. Lorsque la nuit tombe sur le plateau de Gizeh, les pyramides changent de visage. Elles cessent d'être de simples masses de pierre pour devenir des silhouettes qui dialoguent avec la voûte céleste. Leurs arêtes se prolongent dans l'obscurité comme des lignes tracées vers l'infini, et leurs faces, baignées de clarté lunaire, semblent refléter l'ordre immuable du ciel. On comprend alors qu'elles n'ont jamais été conçues uniquement comme des monuments terrestres. Elles sont des ponts, des médiatrices entre la terre et les étoiles, des miroirs de pierre dressés pour inscrire sur le sol le langage de la lumière. Depuis longtemps, les chercheurs ont remarqué cette correspondance troublante. Les 3 pyramides de Gizeh, alignées avec une précision qui défie l'imagination, semblent reproduire le dessin des étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation, symbole d'Osiris dans la mythologie égyptienne, représentait pour les anciens la promesse de renaissance et d'éternité. Ainsi, le plateau ne serait pas seulement un chantier pharaonique, mais une carte céleste gravée dans le désert, un reflet terrestre du royaume des dieux. Cette correspondance dépasse la simple imitation. Les axes des pyramides, leur orientation parfaite vers les points cardinaux, leur alignement avec le lever ou le coucher de certaines étoiles, tout cela suggère une connaissance astronomique d'une précision étonnante. Les bâtisseurs ne se contentaient pas de regarder le ciel,
Ils savaient l'interpréter, l'inscrire dans la matière. Leurs monuments ne sont pas des masses inertes, mais des instruments silencieux, conçus pour relier les cycles du cosmos au rythme de la Terre. Certains couloirs étroits et sombres semblent avoir été tracés pour pointer vers des étoiles précises, comme si les pyramides étaient des télescopes immobiles tournés vers l'infini. Ces ouvertures étroites, orientées vers Sirius ou Orion, paraissent indiquer que les bâtisseurs voulaient permettre à l'âme du défunt de rejoindre les constellations sacrées. Mais au-delà du symbolisme religieux, elles témoignent d'une volonté de fixer dans la pierre le dialogue éternel entre l'homme et le ciel. Ce lien entre les pyramides et les étoiles n'est pas unique à l'Égypte. Partout dans le monde, on retrouve des monuments qui répondent à des alignements célestes. Les temples mayas orientés vers les solstices, les cercles de pierre européens organisés selon les levées de soleil, les sanctuaires andins où l'on observait les mouvements de la lune. Cette obsession universelle semble indiquer une mémoire commune, une intuition partagée. Le ciel n'est pas séparé de la terre, il en est le miroir. Les pyramides s'inscrivent dans ce vaste réseau de monuments astronomiques, mais elles en représentent l'expression la plus majestueuse et la plus mystérieuse. Le ciel de l'Antiquité n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Les constellations semblaient légèrement décalées, les astres suivaient des trajectoires différentes. Les pyramides, orientées avec une telle précision, semblent figées dans un temps révolu, comme si elles avaient été bâties pour correspondre à une configuration céleste précise. Cette idée ajoute au mystère. Elle témoignerait non seulement d'une science astronomique avancée, mais aussi d'un savoir lié aux cycles immenses d'observance du cosmos. Elle serait pendant des calendriers de pierre inscrits dans l'éternité des étoiles. Pour les anciens Égyptiens, le ciel était la demeure des dieux, et les étoiles étaient les âmes des morts glorieux. En reproduisant la carte du ciel sur la terre, les bâtisseurs ne faisaient pas que rendre hommage. Ils créaient un passage, un pont entre le monde visible et l'invisible. Les pyramides, dans ce sens, ne sont pas des tombeaux, mais des portes. Elles ouvrent vers un ailleurs où l'âme se confond avec la lumière. Elles sont des points de contact entre deux réalités. La contemplation nocturne des pyramides provoque une impression particulière, celle d'un équilibre parfait entre l'éternité des astres et la permanence des pierres. On sent que le monument n'a pas été conçu pour un usage immédiat, mais pour défier le temps, pour rester aligné avec le ciel même après des millénaires. Les pierres ne disent rien, mais elles continuent de pointer vers les mêmes étoiles, comme des aiguilles immobiles dans une horloge cosmique. Certains chercheurs ont osé suggérer que le plateau de Gizeh tout entier pourrait être une représentation miniature du ciel. Les trois pyramides, Orion. Le Nil, image terrestre de la Voie lactée. Les temples voisins, autant de repères associés à d'autres constellations. L'ensemble devient alors un paysage sacré, une carte cosmique inscrite sur le sol. Les bâtisseurs auraient voulu reproduire sur Terre l'ordre céleste pour rappeler que l'humanité fait partie d'un ensemble plus vaste. Cette idée renverse notre regard. Les pyramides cessent d'être de simples prouesses architecturales pour devenir des fragments d'un message universel. Elles nous disent que l'homme n'est pas séparé des étoiles, mais lié à elles par des correspondances invisibles. Elles rappellent que chaque civilisation, malgré ses différences, a cherché à inscrire dans la pierre cette harmonie entre ciel et terre, et elles soulignent la permanence de cette quête, comprendre notre place dans l'univers. Le visiteur qui lève les yeux vers la voûte céleste depuis le pied des pyramides ressent cette résonance. Les étoiles scintillent au-dessus des blocs immobiles et l'on a l'impression d'assister à un dialogue secret. La pierre répond à la lumière, la terre répond au ciel. Ce dialogue silencieux, poursuivi depuis des millénaires, reste intact, indifférent aux empires qui s'effondrent et aux générations qui passent. Mais ce lien avec les étoiles ouvre une autre question. Si les pyramides reproduisent le ciel, pourquoi furent-elles érigées précisément à cet endroit, sur ce plateau balayé par le vent du désert ? Peut-être que la réponse ne se trouve pas seulement dans le ciel, mais aussi dans la terre. Car autour des monuments, certains indices semblent indiquer que l'eau et le sable, eux aussi, jouaient un rôle essentiel dans ce mystère. C'est vers cette autre énigme que nous allons maintenant nous tourner. L'eau et le sable comme indices. Sous le soleil de midi, le plateau de Gizeh semble être l'incarnation même de l'aridité. Le sable brûle, le vent soulève des grains acérés qui viennent frapper les pierres immobiles. Tout y respire la sécheresse, comme si le désert avait toujours été le maître incontesté de ce lieu. Pourtant, en observant attentivement les pyramides et leurs alentours, des indices inattendus apparaissent,
Des traces d'eau, des marques d'érosion, des anomalies qui racontent une histoire différente de celle que nous connaissons. Comme si ces monuments n'étaient pas nés dans un désert, mais dans un paysage où l'eau jouait un rôle central. Sur certains blocs, notamment au pied du sphinx, des marques profondes apparaissent, semblables à celles qu'on retrouve sur des roches longtemps exposées à la pluie. Or, la région n'a pas connu de précipitations suffisantes depuis des millénaires pour produire un tel effet. Cette usure n'est pas compatible avec le climat aride de l'époque pharaonique. Elle évoque un passé plus ancien, une époque où le Sahara n'était pas encore un désert, mais une terre fertile parcourue de rivières, de lacs et de végétation luxuriante. Ces cicatrices de pierre deviennent alors des indices, des preuves muettes d'un temps oublié où l'eau régnait sur ce qui est aujourd'hui une mer de sable. Le Nil lui-même joue un rôle essentiel dans cette énigme. Aujourd'hui, il s'écoule paisiblement à quelques kilomètres du plateau, mais son cours a changé plusieurs fois au fil des millénaires. Certains chercheurs avancent l'idée que, lors de la construction des pyramides, il passait bien plus près du site, permettant un accès direct par voie fluviale. Si cela est vrai, alors les blocs massifs auraient donc pu être transportés sur des barges, profitant de la puissance du fleuve. Mais ce scénario ne fait qu'effleurer la question. Pourquoi choisir précisément ce lieu au bord d'un fleuve capricieux, si ce n'est pour une raison plus profonde inscrite dans la géographie sacrée? L'eau, dans la symbolique égyptienne, n'est pas un simple élément matériel. Elle est le symbole du chaos primordial, l'océan d'où surgit la création. Construire les pyramides au contact du Nil ou dans un environnement marqué par l'eau, c'était peut-être inscrire ces monuments dans la mémoire cosmologique, rappeler que toute chose naît des eaux avant de se dresser vers le ciel. L'élément liquide devient un indice non seulement géologique, mais spirituel. Les pyramides ne seraient pas seulement liées aux étoiles au-dessus d'elles, mais aussi aux eaux originelles sous leur fondation. Puis il y a le sable, ce sable qui recouvre, dissimule et parfois révèle. Les pyramides furent longtemps ensevelies en partie, le sphinx presque totalement caché sous une dune. Le sable agit comme un gardien, protégeant les monuments autant qu'il les efface. Il a englouti d'innombrables traces, des villages entiers, des routes, des outils. Peut-être que ce que nous percevons comme des absences, l'absence de machines, de documents, de preuves tangibles, n'est que le résultat de cette mer mouvante qui dévore tout. Le désert est un immense tombeau, et les pyramides sont dans les rares survivantes de ce que le sable a avalé. Le sable a aussi une autre fonction. Il était le témoin de la transformation du paysage. Autrefois, cette terre fut verte. Des fresques retrouvées dans des tombes représentent des animaux aujourd'hui disparus du Sahara. Girafes, crocodiles, troupeaux paissant dans des plaines fertiles. Ces images ne sont pas des inventions artistiques, mais des reflets d'une réalité ancienne. Le désert n'a pas toujours été désert, ce qui signifie que les pyramides, si elles datent de cette époque humide, appartiennent à un monde radicalement différent du nôtre. Elles ne seraient pas des monuments érigés au milieu d'un désert, mais les vestiges d'une civilisation florissante dans un paysage d'eau et de verdure. Ce décalage entre le climat ancien et le climat actuel alimente l'hypothèse que les pyramides sont plus vieilles que ce que l'histoire officielle admet. Elles auraient été construites dans un contexte où l'eau était abondante, où le Nil irriguait généreusement la vallée, où les pluies façonnaient les roches. Leur érosion, leur usure, leurs fondations elles-mêmes deviennent alors des archives naturelles, plus fiables que les récits ou les inscriptions. Les pierres conservent la mémoire du climat, et cette mémoire contredit le récit établi. Mais l'eau et le sable sont aussi des symboles plus subtils. L'eau, fluide et insaisissable, représente le passage, le changement, la mémoire en mouvement. Le sable, sec et immobile, représente l'oubli, l'effacement, le silence. Les pyramides se dressent précisément à l'intersection de ces deux forces. Elles surgissent d'un sol qui fut jadis fertile, aujourd'hui aride, comme si elles avaient été bâties pour résister à cette alternance. Elles sont le point fixe au milieu des cycles, la permanence au milieu des transformations. Ce qui fascine, c'est que l'eau et le sable semblent avoir été intégrés dans la conception même du site. Les galeries souterraines, parfois inondées, rappellent l'importance de l'élément liquide dans la structure des monuments. Les bases des pyramides, solidement ancrées, semblent prévues pour résister aux mouvements du sol et aux variations de l'environnement. Comme si les bâtisseurs savaient déjà que le climat allait changer, que le vert deviendrait désert, et qu'il fallait concevoir une œuvre capable de défier ce basculement. Les indices liés à l'eau ne se limitent pas à l'érosion visible.
Certaines théories suggèrent d'autant que le plateau tout entier fut pensé comme un lieu sacré en relation avec les crues du Nil. Lorsque le fleuve débordait, il recouvrait les terres d'une fertilité nouvelle, un cycle qui symbolisait la mort et la renaissance. Les pyramides, construites à proximité, participaient peut-être de ce même rituel cosmique. Elles devenaient en soi les témoins de la régénération, inscrivant dans la pierre ce que l'eau renouvelait chaque année. Le sable, quant à lui, continue de jouer son rôle de gardien. À mesure que le temps passe, il recouvre et découvre alternativement les vestiges. Chaque tempête déplace les dunes, chaque excavation révèle de nouveaux fragments. Il agit comme une main qui cache et qui montre, qui conserve tout en effaçant. Le sable est à la fois l'ennemi de la mémoire et son allié. Sans lui, beaucoup de monuments auraient disparu, usés par le vent et les pluies. Grâce à lui, des merveilles demeurent intactes, attendant d'être redécouvertes. Ainsi, l'eau et le sable deviennent plus que des éléments naturels. Ils sont des indices, des symboles, des témoins. Ils nous disent que le plateau de Gizeh n'est pas immobile, mais traversé par des forces invisibles qui sculptent le temps. Les pyramides, dans ce contexte, apparaissent comme des balises dressées au milieu de ce flux. Elles résistent à la fluidité de l'eau, à l'oubli du sable, et se maintiennent comme des phares de permanence. Ces indices, discrets mais insistants, nous conduisent vers une autre énigme. Car si l'eau et le sable révèlent que le paysage a changé, qu'un monde entier s'est effacé autour des pyramides, alors une question demeure. Qui a protégé ce savoir, qui a conservé la mémoire de ce basculement ? Derrière les pierres, derrière les symboles, il y avait des gardiens, des figures silencieuses qui veillaient à transmettre l'indicible. C'est vers eux que nous allons maintenant nous tourner, la mémoire interdite des prêtres. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres n'étaient pas de simples officiants des temples. Ils formaient une caste à part, dépositaire d'un savoir qui dépassait la compréhension de la foule. Ils connaissaient penser les rituels, les cycles célestes, les secrets de la médecine et de l'astronomie. Ils étaient les gardiens de ce qui devait être dit et, plus encore, de ce qui devait être tué. Leur rôle n'était pas seulement religieux, ils étaient les médiateurs entre les hommes et les forces invisibles, les interprètes d'un langage sacré dont les symboles échappaient au commun. Mais leur pouvoir venait surtout d'une chose, la maîtrise de la mémoire. Les prêtres étaient les conservateurs de traditions anciennes, parfois bien plus anciennes que les dynasties qu'ils servaient. Dans leurs temples, dans leur école mystérieuse, ils gardaient des archives que nul autre n'avait le droit de consulter. Les hiéroglyphes que nous voyons gravés sur les murs ne sont qu'une partie visible d'un langage plus vaste, dont les clés étaient réservées aux initiés. La foule lisait des mythes, des récits de dieux et de pharaons. Les prêtres, eux, lisaient des vérités voilées, transmises à travers les symboles. Cette mémoire secrète était un trésor, mais aussi un fardeau, car elle portait sans doute l'empreinte d'un passé interdit. Il est possible que les pyramides fassent partie de ce savoir caché. Si elles étaient héritées d'une époque plus ancienne, si elles avaient été construites avant même l'avènement des pharaons, alors les prêtres en connaissaient l'origine véritable. Mais ce savoir ne devait pas circuler. On ne pouvait pas dire au peuple que ces monuments appartenaient à une autre civilisation, à un autre âge. Il fallait les intégrer dans l'ordre établi, les relier aux dieux et aux dynasties, leur donner une place dans le récit officiel. Ainsi les prêtres choisirent le silence. Ils recouvrirent l'origine des pyramides sous une épaisse couche de mythes et de symboles. Ce silence volontaire explique peut-être pourquoi tant de choses nous échappent aujourd'hui. Les prêtres n'ont pas laissé d'explication technique, parce qu'il n'était pas question de livrer ce savoir à tous. Ils savaient maintenant que certaines vérités devaient rester dissimulées, non par malveillance, mais parce qu'elles touchaient à l'ordre du monde. Pour eux, la connaissance était un pouvoir sacré, dangereux entre des mains non initiées. La mémoire des pyramides devint ainsi une mémoire interdite, enfermée dans les temples, transmise seulement à ceux qui en étaient jugés dignes. Certaines inscriptions anciennes laissent entrevoir cette censure subtile. Des textes évoquent des paroles divines transmises de génération en génération, des livres cachés que seuls les prêtres pouvaient lire. Dans ces fragments, on devine l'existence d'une archive invisible, un corpus de savoirs interdits. Ce n'était pas seulement de la religion, mais une science sacrée, liée au cycle de la nature et au mystère du cosmos. Peut-être que l'origine des pyramides faisait partie de ce corpus, préservé dans les temples comme un secret trop grand pour être dévoilé. Ce silence résonne encore dans le désert.
On contemple les pyramides comme des énigmes, mais elles n'étaient peut-être pas mystérieuses pour les prêtres. Ils en savaient l'origine, ils en connaissaient la fonction, mais ils avaient surjuré de ne pas l'écrire. Leur mission n'était pas de tout dire, mais de protéger, de garder intact le fil fragile qui reliait l'Égypte à son passé le plus lointain. Les prêtres n'étaient pas seulement les gardiens des dieux, mais aussi ceux de la mémoire interdite. Ce savoir secret se mêlait intimement à la religion. Pour le peuple, les pyramides étaient des tombeaux, des lieux de passage vers l'au-delà. Pour les prêtres, elles étaient là peut-être aussi des instruments, des machines symboliques inscrites dans une cosmologie complexe. Ils savaient dès que leurs dispositions, leurs proportions, leurs orientations répondaient à un ordre plus vaste. Mais ce langage n'était pas destiné à être dévoilé à tous. Les prêtres parlaient en énigmes, laissant les symboles faire leur travail silencieux. Avec le temps, beaucoup de ces secrets se sont perdus. Les temples furent pillés, les papyrus brûlés, les écoles fermées. Ce qui nous reste est fragmentaire, comme une mosaïque éclatée. Pourtant, dans certains textes tardifs, rédigés sous les Grecs ou les Romains, on perçoit encore l'écho de cette mémoire interdite. Des auteurs rapportent que les prêtres égyptiens parlaient d'âge antérieur, de savoir venu d'un temps oublié, d'une sagesse que l'on ne partageait qu'avec les initiés. Ces allusions, discrètes et voilées, sont comme des fissures dans le mur du silence. Ce qui frappe, c'est que ce silence n'était pas absolu. Il y avait des transmissions secrètes, réservées à des cercles restreints. Peut-être que certaines connaissances ont survécu ainsi, passant d'initié en initié à travers les siècles, se mêlant ensuite aux traditions ésotériques de la Grèce, puis de l'Orient, puis de l'Europe. Les prêtres égyptiens furent peut-être les premiers maillons d'une longue chaîne de savoirs cachés, dont les pyramides étaient le centre silencieux. Le peuple, lui, ne voyait que la surface, les cérémonies, les offrandes, les mythes récités. Mais derrière ce théâtre sacré, une autre mémoire circulait, invisible. Une mémoire qui expliquait pourquoi les pyramides se dressaient dès là, pourquoi elles semblaient défier le temps et la raison. Cette mémoire fut interdite, non pas pour disparaître, mais pour survivre autrement, dans l'ombre. Aujourd'hui, nous cherchons à percer ce silence. Nous voulons savoir ce que les prêtres savaient, retrouver ce qui fut dissimulé. Mais peut-être est-ce là une quête illusoire, car la force des pyramides réside aussi dans ce mystère gardé. Les prêtres savaient enfin que le secret donne du pouvoir au symbole, que l'absence d'explication rend le monument éternel. En interdisant la mémoire, ils ont donné aux pyramides une aura qui traverse les millénaires. Leur silence est leur arme, leur manière de continuer à parler sans jamais se livrer. Le voyageur qui se tient devant ces masses colossales ressent encore ce silence. Il imagine des prêtres vêtus de blanc, marchant dans les galeries sombres, chuchotant des paroles interdites. Il se dit que le vrai savoir n'était pas écrit, mais vécu dans des rituels, transmis par des gestes et des murmures. Cette mémoire n'était pas faite pour les foules, mais pour quelques élus. Et peut-être que ce que nous appelons mystère n'est que l'ombre de ce qui fut soigneusement caché. Mais les prêtres n'étaient pas seulement des gardiens de mémoire. Ils étaient aussi des effaceurs. En dissimulant certaines vérités, ils ont contribué à effacer des pans entiers du passé. Ce qu'ils n'ont pas voulu transmettre s'est perdu à jamais. Les pyramides restent, mais le langage pour les comprendre s'est éteint. Le silence des prêtres rejoint celui des pierres, et ensemble ils forment une énigme indéchiffrable. Cette mémoire interdite, cependant, ne fut pas totalement détruite. Elle affleure encore dans les symboles, dans les légendes, dans les anomalies que l'on découvre parfois. Comme une présence fantomatique, elle rappelle que le passé refuse de disparaître complètement. Derrière le voile du silence, quelque chose persiste, une trace effacée qui ne cesse de revenir. Et c'est vers cette trace que nous allons maintenant nous tourner, les empreintes effacées d'un autre monde. À première vue, le désert autour des pyramides semble vide, uniforme, immuable. Le sable recouvre tout, les pierres usées s'effondrent parfois sous le poids du temps, et l'horizon paraît ne rien offrir d'autre qu'une monotonie infinie. Pourtant, derrière cette apparente stérilité, des indices surgissent, fragiles mais insistants. Des marques d'érosion, des blocs déplacés, des inscriptions à demi effacées. Autant de signes qui laissent deviner qu'avant l'Égypte des pharaons, avant les dynasties connues, il existait un autre monde. Un monde dont les traces ont été volontairement effacées ou englouties par le temps, mais qui persiste comme une ombre indéracinable.
Certains de ces indices sont visibles dans les monuments eux-mêmes. Le sphinx, par exemple, porte sur son corps des marques d'usure qui ne correspondent pas au climat désertique, mais à une pluie ancienne, abondante, remontant à une époque où le Sahara était encore verdoyant. Cela suggère que cette sculpture colossale pourrait être bien plus ancienne que les dynasties qui l'ont revendiquée. De la même manière, certains blocs des pyramides semblent avoir été retaillés, comme si les bâtisseurs pharaoniques avaient réutilisé des structures préexistantes. Ces anomalies sont comme des cicatrices, témoins muets d'une histoire plus longue que celle que l'on enseigne. D'autres traces apparaissent loin du plateau de Gizeh. Dans le désert occidental, des fouilles ont révélé des vestiges de cités inconnues, des habitations et des temples dont la datation reste incertaine. Ces ruines semblent témoigner d'un peuple oublié, dont l'existence n'a pas été intégrée dans le récit officiel. L'Égypte telle que nous la connaissons ne serait pas née soudainement comme une fleur dans le désert, mais elle aurait hérité d'un terreau beaucoup plus ancien, désormais presque effacé. Les récits anciens eux-mêmes laissent entrevoir ces mondes disparus. Certains textes parlent de temps antérieurs au règne des pharaons, des périodes où d'autres souverains, parfois décrits comme des dieux ou des géants, régnaient sur la vallée du Nil. Officiellement, ces récits sont considérés comme des mythes, mais leur insistance laisse planer un doute. Peut-être qu'ils ne sont que la mémoire voilée de civilisations perdues, des traces effacées, transformées en légendes pour survivre malgré l'oubli. Il est troublant de constater que cette idée de mondes effacés se retrouve dans d'autres cultures. En Mésopotamie, on évoque des rois antédiluviens qui auraient régné sur des durées impossibles. Dans les Andes, des récits parlent de bâtisseurs mystérieux ayant laissé derrière eux des monuments que les peuples suivants ne pouvaient égaler. En Inde, des textes anciens mentionnent des cycles d'humanité, des civilisations entières disparues avant l'aube de notre histoire. Ces parallèles suggèrent que l'Égypte n'est pas une exception. Le monde entier porte en lui les cicatrices d'âges effacés que nous percevons à travers des indices dispersés. Les pyramides, dans ce contexte, deviennent plus qu'un mystère architectural. Elles sont le vestige le plus visible d'un autre monde, celui qui a précédé le nôtre. Elles se dressent comme des rescapés, témoignant d'une civilisation effacée dont nous ignorons presque tout. Leur silence est celui d'une mémoire engloutie, mais leur présence impose une certitude. Quelque chose existait avant, et ce quelque chose a laissé une empreinte indélébile dans la pierre. Pourquoi ce monde a-t-il disparu ? Était-ce une catastrophe naturelle, un bouleversement climatique, une guerre oubliée ? Était-ce une transformation progressive, une lente érosion de savoir que personne n'a su préserver ? Les hypothèses abondent, mais aucune réponse ne s'impose. Ce qui demeure, c'est l'impression que l'effacement fut à la fois naturel et volontaire. Le temps a détruit, mais les hommes ont aussi choisi de taire, de recouvrir, d'effacer pour protéger ou pour dominer. Les prêtres, gardiens de la mémoire, ont sans doute participé à cette entreprise, sélectionnant ce qui devait survivre et condamnant le reste à l'oubli. Pourtant, l'effacement n'est jamais total. Dans les pierres rongées par l'érosion, dans les symboles énigmatiques gravés sur des parois, dans les légendes transmises à voix basse, l'autre monde continue de hanter le nôtre. Il se glisse dans nos rêves, dans nos intuitions, dans ces instants où l'on se sent face à un passé plus vaste que ce que l'on nous a appris. Les pyramides, par leur simple existence, réveillent en intense cette sensation. Elles disent « il y avait quelque chose avant ». Et ce message, muet mais persistant, est peut-être leur véritable fonction. Les traces effacées ne sont pas seulement matérielles, elles vivent aussi dans l'imaginaire collectif. Lorsque l'on contemple les pyramides, on éprouve une impression de déjà-vu, comme si elles appartenaient à une mémoire enfouie dans l'esprit humain. Elles résonnent avec une nostalgie inexplicable, celle d'un monde perdu dont nous portons encore l'empreinte. Cette résonance intime est peut-être la preuve la plus forte que ce passé oublié n'est pas totalement mort. Il survit en nous, dans nos mythes, nos rêves, nos fascinations. La disparition de ce monde antérieur ouvre aussi une perspective vertigineuse. Si une civilisation entière a pu s'effacer en ne laissant que des fragments, alors la nôtre pourrait subir le même sort. Les pyramides deviennent ainsi un avertissement. Elles nous rappellent que rien n'est éternel, que le sable et le temps finissent par engloutir tout ce que nous croyons solide. Elles sont les survivantes d'un monde effacé, et en cela elles nous tendent un miroir. Ce qui est arrivé une fois peut arriver encore. Ces traces effacées nous amènent à envisager une autre dimension du mystère. Car si le passé n'a pas totalement disparu, s'il revient par fragments, alors il n'est pas vraiment mort.
Il hante encore notre présent, il insiste, il réclame d'être reconnu. Peut-être que le véritable rôle des pyramides est là, empêcher que le passé s'éteigne complètement. Elles sont les veilleurs d'un monde perdu, des pierres dressées pour rappeler que l'oubli n'est jamais absolu. Ainsi, derrière leur silence, les pyramides portent le murmure d'un autre temps. Elles sont la preuve matérielle que l'histoire humaine ne commence pas avec les textes et les chroniques, mais bien avant dans des royaumes dont il ne reste presque rien. Elles témoignent de l'existence d'un monde effacé, mais pas totalement disparu. Elles disent que le passé refuse de mourir. Et c'est précisément ce refus, cette persistance, qui nous conduit vers la dernière étape du voyage. Car si les pierres se dressent encore, si les mythes continuent de parler, si la mémoire interdite des prêtres n'a pas totalement disparu, alors le passé demeure vivant, malgré l'oubli. Il résiste, il insiste, et il continue de hanter notre présent. C'est vers cette idée que nous devons maintenant nous tourner, quand le passé refuse de mourir. Le désert égyptien, à première vue, semble ensevelir tout sous son voile immuable. Le vent balaie les dunes, le sable recouvre et efface, et la lumière du soleil paraît consumer toute mémoire. Pourtant, au cœur de cette apparente annihilation, les pyramides persistent. Elles ne se laissent pas absorber par le silence du temps. Elles se dressent, immobiles, comme si elles refusaient de mourir. Leurs pierres immenses sont la preuve tangible que certains fragments du passé ne s'effacent jamais tout à fait. Elles incarnent une résistance, une obstination, une volonté silencieuse qui défie les millénaires. Leur simple existence trouble la logique du temps, car tout, normalement, finit par disparaître. Les royaumes, les temples, les cités. Les archives brûlent, les langues s'éteignent, les récits s'effritent. Mais ces monuments restent indifférents aux siècles qui passent. Leur refus de mourir devient un message à lui seul, une leçon silencieuse. Le passé n'est pas une ombre disparue, il est une présence qui persiste et qui nous observe. On le voit dans la fascination qu'elle continue-t-il d'exercer. Des foules viennent chaque jour marcher au pied des pyramides, les photographier, les contempler, les interroger. Et toutes ces foules, toutes ces générations qui se succèdent ressentent la même chose, un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Comme si, face à ces pierres, on sentait que quelque chose d'inachevé se prolonge à travers elles. Ce sentiment universel, partagé à travers les siècles, prouve que le passé n'a pas cessé de parler. Il murmure encore, malgré l'oubli des langues et des récits. Ce refus de mourir s'exprime aussi à travers les mythes. Nous l'avons vu, dans les légendes des prêtres, dans les récits arabes, dans les traditions orales, le souvenir de ces monuments s'est transformé, mais il n'a pas disparu. Même lorsqu'on en ignore l'origine exacte, on invente des histoires pour les habiter, comme si l'esprit humain ne supportait pas leur silence. Les pyramides deviennent alors un écran où chaque époque projette ses rêves, ses peurs, ses croyances. Et ce besoin de raconter prouve que le passé qu'elles incarnent reste vivant, en mouvement, réinterprété sans cesse. Il y a aussi une mémoire plus subtile, inscrite dans les pierres elles-mêmes. Les marques d'érosion, les alignements célestes, les proportions étranges. Tout cela est un langage, une archive silencieuse. Même si les récits humains ont disparu, la matière continue de témoigner. Chaque bloc est une page de ce livre de pierre, et même si nous ne savons pas en lire toutes les lignes, nous percevons que quelque chose est écrit. Le passé refuse de mourir en laissant dans la matière une mémoire que le sable ne peut pas effacer. Ce qui trouble, c'est que ce refus du passé ne se limite pas à l'Égypte. Partout sur la Terre, des monuments anciens, des ruines colossales, des structures impossibles se dressent comme des survivances. Baalbek au Liban, les cités englouties de l'océan Indien, les mégalithes dispersés en Europe et en Asie. Tous semblent dire la même chose. Le temps détruit, mais il n'efface pas tout. Certains fragments résistent, porteurs d'un message qui dépasse les frontières et les cultures. C'est comme si une mémoire universelle, plus ancienne que toutes les civilisations connues, persistait à travers ces pierres. Ce refus de mourir a une dimension spirituelle. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un passage. Les pyramides, associées au culte funéraire, incarnaient eux cette conviction. On ne meurt jamais tout à fait, on renaît dans un autre cycle, on rejoint les étoiles. En cela, les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux, mais des symboles de la survie de l'âme, des preuves matérielles que la mémoire transcende la disparition. Leur présence continue illustre cette idée. Même effacée, la vie persiste, même engloutie, la mémoire revient. Ce refus de mourir est aussi un avertissement, car il nous rappelle que nous ne contrôlons pas totalement notre rapport au passé. Nous pouvons écrire des récits officiels, enseigner des chronologies, imposer des vérités.
Mais le passé, lui, finit toujours par ressurgir. Il s'impose à travers les pierres, à travers des anomalies, à travers des mythes qui refusent de s'éteindre. Les pyramides sont cette insistance incarnée. Elles rappellent que nous ne décidons pas de tout oublier. Certaines choses reviennent, malgré nous, portées par le silence des monuments. Et ce retour du passé a un effet particulier sur notre présent, car il nous oblige à regarder différemment notre propre monde. Nous nous croyons modernes, avancés, uniques dans notre maîtrise technique, mais devant ces blocs immenses, nous sommes ramenés à l'humilité. Nous comprenons que d'autres, avant nous, ont accompli l'inexplicable, et que peut-être notre civilisation aussi sera un jour engloutie, ne laissant derrière elle que quelques fragments mystérieux. Les pyramides deviennent alors un miroir du futur. Elles montrent ce qui reste lorsque tout le reste a disparu. Le voyageur qui marche entre ces monuments ressent ce paradoxe. Il est dans le présent, mais il se sent observé par des millénaires. Chaque pierre semble contenir une mémoire qui le dépasse. Ce n'est pas seulement une impression esthétique, mais une expérience presque métaphysique. Les pyramides disent « Nous sommes là parce que le passé ne meurt jamais vraiment ». Leur silence est vivant, il respire encore, il nous enveloppe. Ce refus de mourir prend une dimension encore plus troublante lorsque l'on pense aux prêtres et à leur mémoire interdite, car ce qu'ils ont caché, volontairement ou non, continue de hanter nos esprits. Le secret qu'ils ont emporté n'a pas disparu. Il survit dans notre obsession pour ces monuments. Leur silence est devenu une présence, un poids invisible qui nous pousse à chercher, à questionner, à rêver. Même ce qui fut effacé refuse de mourir. Il s'impose dans nos questions. Ainsi, le passé persiste, dans les pierres, dans les mythes, dans nos regards. Il se manifeste malgré l'oubli, il insiste malgré le sable. Les pyramides sont la forme la plus éclatante de cette persistance. Elles sont le symbole d'une vérité que l'on ne peut pas étouffer, d'un savoir qui refuse d'être détruit, d'une mémoire qui traverse le temps. Elles disent que le passé n'est pas derrière nous. Il est encore là, silencieux, mais indestructible. Et peut-être est-ce là le sens ultime de leur énigme. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont des messages. Elles disent que l'histoire humaine n'est pas linéaire, qu'elle est faite de cycles, de pertes et de renaissances. Elles disent que même quand tout semble effacé, il reste toujours des fragments qui survivent, des traces qui ressurgissent. Elles disent que le passé, obstinément, refuse de mourir. Dans leur immobilité, elles deviennent comme des témoins éternels. Elles regardent le ciel et elles nous regardent. Elles attendent. Elles savent que, tôt ou tard, nous finirons par comprendre que leur silence n'est pas une absence, mais une présence, que leur refus de parler est une manière de nous obliger à écouter autrement. Et peut-être que, dans ce silence, nous entendrons enfin la leçon qu'elles nous transmettent, que tout ce qui existe laisse une trace, que rien ne disparaît vraiment, que le passé vit encore en nous. Ainsi se referme le cercle. Du sable à l'eau, des prêtres aux étoiles, des mythes aux royaumes oubliés, tout converge vers cette certitude. Le passé est vivant. Les pyramides se dressent comme des gardiennes de cette vérité, massive et silencieuse, mais plus éloquente que tous les textes. Et dans le souffle du désert, dans le murmure des étoiles, dans le frisson qui traverse l'esprit du voyageur, elles continuent de répéter, à voix basse mais obstinée. Le passé refuse de mourir.